Merci, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci aux intervenants d'avoir accepté ce débat. Alors, je vous présente rapidement. Donc, on a Marie-Hélène Aubert de l'équipe de campagne de François Hollande en charge des questions d'environnement, d'énergie et de développement durable. On a Mathieu Agostini, je vous présente dans l'ordre d'intervention pour la première question. Mathieu Agostini qui est responsable de la Commission nationale écologie au parti de gauche. On a Stéphane Cossé, président de la commission économie du MoDem et président du MoDem Paris. On a Serge Grouard, président de la commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour l'UMP, et Denis Baupin, maire adjoint de Paris, chargé du développement durable, de l'environnement et du plan climat pour Europe Écologie Les Verts. On a prévu 3 temps. Le premier pour faire simple, le premier sur quels sont les scénarios de consommation sur lesquels vous travaillez à horizon 2020 et quels sont pour ces scénarios les politiques éventuelles de réduction, de limitation sur lesquelles vous travaillez. Un deuxième temps sur le mix énergétique, donc c'est la manière dont ce volume à l'horizon 2020 sera produit. Et puis un troisième volet sur les implications en termes de coûts, d'investissement, de répercussions sur le secteur de l'emploi en matière sociale. Voilà. Si ça vous convient, on attaque comme ça. Et donc, Madame Aubert, on démarre par vous. Voilà. La question porte sur la consommation énergétique, c'est ça? Oui. D'accord. Bien, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre invitation et de nous donner la possibilité d'exposer notre projet. Pour ma part, donc, je représente ici François Hollande et son projet de transition énergétique qu'il a d'ailleurs développé à de multiples reprises, même si ce n'est pas toujours repris dans les grands médias d'ailleurs. Et donc ce projet de transition énergétique s'appuie d'une part sur l'analyse d'un contexte qui nous incite fortement à une mutation importante, donc augmentation des gaz à effet de serre, vieillissement du parc électronucléaire, demande croissante de par le monde et en particulier du fait des pays émergents, dont la demande, en particulier en termes d'énergie fossile, est extrêmement forte. Augmentation des prix de l'énergie globalement, que ce soit l'électricité, les hydrocarbures ou autres. Et donc tout cela nous incite à revoir notre politique énergétique de façon à concilier plusieurs impératifs, à savoir la sécurité de l'approvisionnement, des coûts acceptables, l'équité sociale et bien sûr les impératifs écologiques. Donc nous ne partons pas de zéro, il y a un paquet, comme on dit dans le jargon, paquet énergie-climat, un ensemble de directives qui ont été adoptées par l'Union européenne qui s'imposent à nous et qui fixent notamment à moins 20% la réduction de consommation d'énergie. J'ajoute que dans ce fameux paquet énergie-climat, cet objectif est d'ailleurs le seul qui ne soit pas contraignant, d'où la directive efficacité énergétique est en cours de discussion et actuellement au niveau européen. Et donc le futur président de la République aura, de par l'action de son gouvernement, à entrer de plein pied directement dès le lendemain de l'élection dans ces discussions. Et la directive sur l'efficacité énergétique donc, réfléchit notamment à un certain nombre d'objectifs contraignants et par exemple d'obligations de rénovation thermique, à commencer par les bâtiments publics, mais tout cela est en cours. Donc notre objectif, c'est bien celui-là, c'est d'ailleurs celui où actuellement on pêche le plus, puisque, comme vous le signalez dans votre graphique, la consommation d'énergie ne baisse pas. Elle a même plutôt tendance à augmenter, moins que précédemment, mais elle continue à augmenter malgré tout. Donc ce sont des efforts considérables que nous avons à mener pour réduire cette consommation d'énergie, en particulier d'énergie fossile, d'électricité, qui, en France, c'est une particularité, est produite à 75% par les réacteurs nucléaires.
Et cette étape d'économie d'énergie et de sobriété énergétique est absolument indispensable si nous voulons réussir cette mutation indispensable aujourd'hui. Alors François Hollande a annoncé plusieurs objectifs. D'une part, une réduction donc, de la part du nucléaire de 75% à 50% dans la production d'électricité à l'horizon 2025. Le développement massif et beaucoup plus soutenu des énergies renouvelables, pas seulement le photovoltaïque a beaucoup souffert ces derniers temps, et l'éolien, mais aussi la biomasse, les énergies marines. Enfin, la France a beaucoup d'atouts dans ce domaine, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de filières naissantes ou arrivant en maturité qui sont prêtes à se développer, pour peu qu'on instaure un cadre réglementaire, fiscal, légal, stable, visible et lisible pour les années qui viennent. En matière de sobriété énergétique, chacun le sait, ce sont les domaines des transports et des bâtiments qui sont les plus énergivores, et c'est donc là-dessus qu'il faut faire porter nos efforts. Donc en termes de rénovation thermique, nous visons l'objectif d'1 million de logements selon les normes d'isolation thermique, 600 000 anciens qui concernent à la fois les logements anciens et le tertiaire, les bâtiments tertiaires, et 400 000 neufs, mais auxquels s'applique la fameuse RT 2012 très prochainement. Mais c'est bien le parc ancien qui est de très loin, plus de 80% le plus conséquent. 1 million de logements, 600 000 logements anciens ou bâtis tertiaires, c'est un objectif considérable. Le Grenelle de l'environnement avait fixé cet objectif à 400 000, nous en sommes à peine à 80 ou 100 000. Mais cette politique ambitieuse a de multiples atouts. D'une part, elle est très créatrice d'emplois. Elle nécessite aussi une remise à plat d'un certain nombre d'outils réglementaires et fiscaux de façon à avoir une bien meilleure visibilité et efficacité des dispositifs existants, que ce soit sur le plan fiscal, sur le plan des prêts accordés, des crédits d'impôt, etc. Elle nécessite aussi de mobiliser des ressources complémentaires. François Hollande a parlé notamment du doublement du plafond du livret de développement durable, la création de banques publiques d'investissement régionalisées, d'un fonds énergie renouvelable au même titre qu'il y a un fonds chaleur par exemple, l'élargissement aussi du système des certificats d'économie d'énergie avec davantage d'obligés et des C2E qui permettent aussi de toucher davantage les précaires énergétiques. Donc il y a énormément à faire dans ce domaine. Dans le domaine des transports aussi, bien sûr, il faut encourager les transports en commun et les véhicules propres, électriques ou autres, mais il y a aussi une révolution culturelle considérable à faire aussi en termes de mobilité, de façon à réduire les mobilités contraintes, c'est-à-dire celles qui essentiellement vont du domicile à l'emploi, et puis avoir aussi une façon d'utiliser les transports qui crée une économie de service, et pas seulement des infrastructures ou des véhicules nouveaux qui, à terme, ne résoudront pas, résoudront peut-être la question du CO2, et ce qui ne serait pas négligeable déjà, mais qui ne résoudront pas le problème de l'espace, de l'urbanisme. Nous devons revoir pour inventer les mobilités intelligentes de demain. Enfin, François Hollande a annoncé un large débat sur la transition énergétique. C'est une question pour nous absolument essentielle, même si nous pouvons lancer dès le mois prochain, le mois de juin, un certain nombre de mesures pour relancer les filières des renouvelables, par exemple, ou la rénovation thermique des logements. Il reste que ces questions sont vastes, elles sont complexes. Nous avons besoin de mettre toutes les cartes sur la table, d'évaluer les coûts des différents scénarios, d'évaluer la faisabilité aussi de l'ensemble de ces politiques, d'impliquer bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui les collectivités territoriales, trouver aussi des articulations meilleures entre le développement nécessaire des PME et les grands groupes du secteur. Donc il y a énormément à faire et tout cela nécessite un compromis global, un vrai débat sur la transition énergétique qui se conclura donc au printemps prochain par une loi discutée et adoptée au Parlement au printemps 2013. Merci beaucoup. On a un tout petit peu débordé le temps, mais c'était vraiment concis. Je passe la parole tout de suite à Monsieur Agostini, donc vous prenez la suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc Mathieu Agostini, je représente ici Jean-Luc Mélenchon. Je suis extrêmement ravi de pouvoir discuter avec vous et débattre avec mes co-intervenants. Alors, excuserez, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de la précision des mesures, je tiens toujours à revenir à la dynamique qui nous guide. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que face au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, à l'épuisement des ressources naturelles, à la crise écologique en général, les décisions qui sont prises à un endroit dans le monde ont des répercussions partout ailleurs. Qu'à ce titre-là, nous considérons qu'il n'y a qu'un seul et unique écosystème humain et que nous sommes tous égaux à l'intérieur de cet écosystème humain. Et la dynamique qui nous guide par la suite est de dire qu'il y a donc un intérêt général humain à préserver cet écosystème. C'est extrêmement important parce que ça permet déjà de sortir des débats un peu nauséabonds qu'on a pu entendre pendant cette campagne qui viseraient à savoir quelle civilisation est supérieure à telle autre ou de stigmatiser telle ou telle communauté. Et donc s'il y a un intérêt général humain, alors il y a des droits fondamentaux à toute l'humanité et des biens communs à toute l'humanité. Et l'énergie est un droit fondamental si on devait les hiérarchiser, encore que c'est absolument impossible de hiérarchiser des droits fondamentaux, mais l'énergie est un droit fondamental parce qu'elle va initier tous les autres droits. Nos hôpitaux, nos écoles, nos transports, l'accès à l'eau, etc., ne sont absolument rien sans la garantie de l'accès égalitaire à l'énergie pour toutes et tous. Et ce droit fondamental, nous devons le garantir à long terme. Nous devons garantir face notamment à l'épuisement des ressources naturelles, des ressources fossiles, face au peak oil, mais c'est valable également pour le gaz ou pour l'uranium. Donc, ce qui implique que nous devons planifier cette transition énergétique. Et je sais que souvent, la question de la planification écologique peut être un petit peu floue, mais c'est quoi la planification écologique ? Eh bien, c'est ça, c'est une méthode de débat et de décision. On se fixe un horizon commun, on sait maintenant qu'il y a l'épuisement des ressources naturelles, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, et que donc, on se fixe une méthode de débat et de décision pour arriver à mettre en œuvre les choix collectifs qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Donc ici, ce qui nous intéresse, de garantir le droit à l'énergie. Donc il faut sortir de la logique du court terme du marché pour aller vers le long terme de l'intérêt général. Et c'est une question extrêmement importante, et c'est très bien que ce soir, vous ayez posé d'abord la question de la consommation. Parce que face au productivisme qui va mettre l'offre, la dépense de la production avant la réponse aux besoins fondamentaux, nous devons être en capacité de renverser la table et de dire que l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Donc la transition énergétique, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, elle doit démarrer par le bâtiment, par le transport et d'autres éléments dont je parlerai rapidement. 43% de l'énergie primaire est aujourd'hui consommée dans le bâtiment. C'est une des parts les plus importantes de nos émissions de gaz à effet de serre. Et le gros foyer de réduction dans le logement se trouve dans, bien entendu, les bâtiments datant d'avant la crise pétrolière. Donc c'est pourquoi nous avons un objectif d'atteindre, d'ici à 5 ans, 750 000 rénovations énergétiques de logements par an. Mais il ne s'agit pas là de dire nous allons arriver au pouvoir et démarrer tout de suite à 750 000 logements, pour plein de raisons que je n'ai pas forcément le temps de développer ici, mais si ça vous intéresse, on pourra développer par la suite, mais de monter en puissance de 400 000 logements dès le début du quinquennat à 750 000 logements par an. L'objectif étant d'arriver à économiser à minima 40% d'énergie dans ces logements, avec des objectifs que vous connaissez bien, 50 kWh par mètre carré par an, et des bâtiments neutres en consommation énergétique dans le neuf. Pour ça, et un des freins qui est notamment levé, est la dispersion des qualifications, l'absence de qualification des artisans, des PME, des travailleurs du bâtiment aux nouveaux matériaux, aux nouvelles méthodes, aux nouvelles techniques, aux nouvelles compositions des différentes isolations, assemblages de matériaux, etc., etc. Et qu'il faut donc arriver, et c'est ce que nous proposons, de réunir la totalité de ces compétences de façon décentralisée entre les artisans, les pouvoirs publics, les collectivités, etc., etc.
Dans le transport, élément extrêmement important, nous devons être en mesure aujourd'hui de donner les moyens collectifs du changement de comportement. C'est pourquoi nous proposons, non pas d'inciter, mais de développer massivement le transport en commun de proximité, et donc d'aller au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement les rurbains, d'aller bien au-delà en développant les transports en commun. Et puis, c'est un objectif qu'il y ait d'ici à la fin du quinquennat plus un seul camion qui ne traverse la France. C'est donc un plan de ferroutage massif qui passe notamment par le désendettement de RFF, de la SNCF, qui passe par la réintégration au sein d'un pôle public du transport de ces deux entreprises pour arrêter cette politique absolument absurde où aujourd'hui RFF et la SNCF ont des intérêts contradictoires et qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Donc c'est la question du développement de ce qu'on appelle les autoroutes ferroviaires pour mettre tous les camions sur le matériel roulant des trains. Mais ce n'est pas suffisant. Et on parle trop souvent des autoroutes ferroviaires. Il est absolument essentiel que nous arrivions, de la même manière que nous allons réouvrir les gares de proximité de la SNCF, que nous arrivions à développer un maillage territorial le plus proche possible, de façon à ce que non seulement il n'y ait plus un camion qui traverse, mais que la production relocalisée soit amenée au plus près des sites de production, les matériaux, au plus près des sites de production par le ferroutage. Et puis, on parle de transport. Tout ça n'est possible que si nous relocalisons la production. On pourrait parler également d'agriculture, qui est un secteur extrêmement consommateur, mais je vais m'arrêter sur la relocalisation et la reconversion industrielle écologique de notre production. Il faut qu'on arrête de se masquer le fait qu'aujourd'hui, ce que nous consommons est produit ailleurs, qu'il y a une forme de délocalisation, ou en tout cas de non-comptage, prise en compte des pollutions qui sont liées à ce que nous consommons aujourd'hui. Donc il faut non seulement relocaliser cette production, arrêter avec le gaspillage absurde lié à la division internationale du travail qui fait que, je ne vous cite pas les chiffres, hein, vous les connaissez aussi bien que moi, nos jeans qui font plusieurs centaines de milliers de kilomètres, etc., etc. Donc il faut arrêter avec ce gaspillage. Tout ça nécessite des moyens, j'en traiterai après, mais à mon sens, tout ça est absolument impossible dans le cadre de plans d'austérité, de mise en concurrence et de compétitivité, si on veut répondre à l'intérêt général. Merci beaucoup. Écoutez, ça marche ? Oui, allô ? Oui, merci. Donc jusqu'à présent, on respecte bien le temps de parole. On déborde un peu. Alors, c'est vrai qu'on peut difficilement traiter d'abord du volume, après du mix, après de son coût et de sa mise en œuvre. Mais je vous passe la parole, Monsieur Cossé. Donc, si on peut comprendre les scénarios de consommation sur lesquels vous travaillez dans les grandes masses, et vous aurez ensuite l'occasion de détailler dans les deux thèmes suivants. Je vais essayer de faire un petit peu plus... Vous m'entendez ? Oui. Je vais essayer de faire le plus court possible. D'abord, je suis ravi d'être ici avec vous ce soir, avec cette assemblée d'experts. Première chose, quels objectifs ? D'abord, je pense que l'Union européenne, en concevant un petit peu tout le modèle que l'on a actuellement, de façon intelligente, n'a pas fixé un objectif en matière de réduction de la consommation énergétique. Elle a fixé deux objectifs. Elle a fixé un objectif en matière de réduction des gaz à effet de serre, 20%, et elle a fixé un objectif en matière d'efficacité énergétique. Là aussi, 20%. C'est-à-dire, par rapport à un PIB, être plus efficace qu'on ne l'est actuellement. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc, nous soutenons ces objectifs qui nous paraissent plus intelligents que de fixer des objectifs en matière de consommation, puisque derrière cela, ça veut dire moins de consommation en termes relatifs. À ce sujet, à propos de l'objectif en matière d'efficacité énergétique, nous trouvons regrettable que le gouvernement français ne le soutienne pas de façon prescriptive à Bruxelles. D'ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi c'est le cas en ce moment. 20% et 20%, alors comment ? Il y a trois façons de le faire. Premièrement, c'est d'agir sur les normes. Et je crois qu'il faudra continuer. Il y a un certain nombre de normes qui ont été définies. Par exemple, on en parle en matière de bâtiments. Il faut maintenir ces normes et les poursuivre. Deuxièmement, en matière de prix, on peut agir sur les prix. Et à ce titre-là, je crois qu'il faut avoir un discours de vérité vis-à-vis des Français.
nous regrettons que, en matière d'électricité, par exemple, nous n'ayons pas ce discours de vérité, même s'il faut avoir un dispositif, bien entendu, social pour aider les plus défavorisés, mais il faut avoir un vrai discours de vérité sur les prix d'électricité. Il faut avoir un vrai discours de vérité sur les prix de l'essence. Lorsque l'on entend, par exemple, que l'on va geler les prix de l'essence après l'élection, comme un candidat le propose, que l'on va refuser d'augmenter la TIP, par exemple, où est la vérité? Où est véritablement le discours sur la réduction de la consommation lorsque l'on a ce discours sur l'essence, par exemple? Discours sur les prix, donc discours de vérité, de transparence sur les prix. Et puis, la troisième façon d'agir, c'est un discours sur les volumes. Et en matière de volume, eh bien, c'est d'agir, par exemple, en matière de normes de certificats d'économie d'énergie. Voilà des possibilités de consolider, de renforcer, d'élargir l'assiette sur les certificats d'économie d'énergie, évidemment de continuer tout ce qui est en matière de volume de CO2, en matière de protocole de Kyoto en particulier, et donc d'agir en particulier en ce sens-là. Alors si l'on va maintenant en matière de bâtiments ou en matière de transport, le transport, hein, c'est un tiers à la fois de consommation énergétique et un tiers de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un certain nombre de mesures, mais je pense que c'est là qu'il y a probablement le plus besoin de continuer à travailler ensemble, politiquement, à travers un grand Grenelle des transports. Je pense que s'il y a quelque chose encore à faire en matière de Grenelle de l'environnement, c'est un Grenelle des transports. Moi, ce qui me frappe en particulier, c'est que les choses les plus essentielles, on les prend pas suffisamment en compte. Je pense par exemple à l'Île-de-France. Comment voulez-vous, de façon effective, proposer aux Franciliens de moins utiliser leur voiture lorsque les transports en commun ne fonctionnent pas, hein? Encore juste à un instant, on disait que le métro avait des problèmes. Voilà, je crois qu'il faut aussi agir sur ces priorités-là avant d'avoir des grands discours qui ne seront pas réalistes. Idem sur le bâtiment. Je crois que sur le bâtiment, le problème, il est beaucoup plus une question de mécanisme de financement plutôt que de financement lui-même. Je m'explique. L'efficacité énergétique, elle est possible si les financements et les effets de levier sont là. Si vous parlez à Schneider ou Alstom, par exemple, des champions français, des champions de l'efficacité énergétique, ils vous disent, eh bien, vous pouvez gagner de l'argent en faisant tel projet d'efficacité énergétique dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc oui, ces projets, et la plupart des projets en matière d'efficacité énergétique, sont rentables. La question, c'est que cette rentabilité, elle n'est pas tout de suite. Donc il faut trouver des mécanismes de transition, de financement, et justement, c'est là où l'État peut jouer son rôle d'accompagnement pour garantir ce type de projet d'efficacité énergétique. Et je pense donc que Alstom, Schneider, l'État, tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour mettre en place ce mécanisme effectif. Hein. Des entreprises le font déjà. Des entreprises dans le domaine de l'énergie font déjà des propositions comme celle-là. Il faut continuer dans ce sens-là. Et je crois qu'avec toutes ces mesures-là, alors nous irons vers cette réduction de la consommation énergétique. Voilà. Merci beaucoup. Donc Monsieur Grouard, et puis ensuite Denis Baupin. Merci. Merci à vous. Et ça marche? Marche? Est-ce qu'il marche? Oui. Merci. Bonsoir à tous. Et puis, merci effectivement d'organiser ce débat parce qu'on touche à un thème qui est tout à fait essentiel et les précédents intervenants l'ont rappelé. Mais parce qu'il est essentiel, je pense que ce thème demande, et devant le panel d'experts que vous représentez ce soir, que vous êtes, il demande un certain nombre de chiffres et non pas simplement des paroles ou des intentions, parce que les paroles ou les intentions se traduisent très différemment en fonction des grands ordres de grandeur et des grandes masses que l'on va évoquer. Alors moi, je voudrais essayer en quelques mots, en quelques minutes, déjà de poser précisément ces éléments, de quoi parle-t-on, quel est le besoin, et je vais essayer de répondre clairement, le plus clairement possible en tout cas, à la question que vous avez posée sur le scénario sur lequel on travaille de consommation. Quand on parle de scénario, premier élément, d'abord, il faut identifier le besoin. Le besoin énergétique, quel est-il? Et quand on parle de besoin énergétique, il faut déjà parler au plan mondial.
parce que nous ne sommes pas sur une île déserte. Au plan mondial, c'est quoi? Quels sont à peu près les ordres de grandeur? 2002, à peu près 10 milliards de tonnes de consommation d'équivalent pétrole. Très récemment, là, dans nos dernières années, nous sommes montés à 12 milliards de tonnes, de 12 en 10 ans pour faire simple. Et les projections des scénarios que l'on va qualifier au fil de l'eau et qui prennent en compte un certain nombre d'évolutions, et notamment les évolutions hors OCDE, où la consommation d'énergie, l'augmentation est la plus forte, notamment des pays comme la Chine et l'Inde, nous amènent à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain, effectivement, merci de l'avoir rappelé, que nous ne sommes pas dans un temps politique purement électoral d'un mandat de 5 ans, parce que ce n'est pas la bonne échelle de temps. Nous sommes en 2030 à une perspective de 16 milliards de tonnes. Donc finalement, on a une trentaine d'années, de 10 à 16. Donc comment fait-on? C'est ça la vraie question. Alors, deuxième point pour la France. Pour la France, on est comment? Bah finalement, on consomme 2 petits pourcents de la consommation mondiale. On doit être exactement cette année à 266 millions de tonnes équivalent en pétrole, au million près, vous me l'accorderez. L'évolution de la France est moins forte que l'évolution mondiale. La croissance mondiale, je le rappelle, de 2010, elle était de 4,5%. Et même si l'on améliore l'efficacité énergétique, on a quand même, il reste, vous le savez toutes et tous, une corrélation assez forte entre la croissance et la consommation d'énergie. Ça, c'est le premier paquet d'éléments. Deuxième paquet d'éléments, c'est les conséquences de cette consommation énergétique, et notamment les conséquences qui pourraient se révéler assez dramatiques en matière de gaz à effet de serre. Puisque la consommation, ou les rejets plus exactement, de gaz à effet de serre continuent elles aussi, à augmenter. Quelques éléments chiffrés, puisque certains ont été donnés pour l'année 2010, qui avoisinent les 30 milliards de tonnes d'équivalent CO2 de rejets dans l'atmosphère par la consommation énergétique, ce qui n'est pas la totalité des rejets de gaz à effet de serre par la planète elle-même, beaucoup plus élevés, parce qu'il y a des rejets naturels et puis il y a des rejets à d'autres facteurs, comme par exemple, vous le savez également, la déforestation. Par rapport à ça, si on prend un élément qui est inquiétant, c'est l'augmentation. C'est la capacité de la planète à digérer naturellement, en quelque sorte, ces rejets, premier élément. Est-ce qu'on est nettement au-dessus, ou est-ce qu'on est, après tout, à peu près, ça va? Ben non, ça va pas. Ça va pas du tout. Parce que, alors, sous la réserve des calculs scientifiques extrêmement pointus, mais évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais à la très grosse louche, entre 2 à 3 fois trop de rejets de gaz à effet de serre par rapport à la capacité de la planète à les digérer. Bon. Et là-dessus, ce qui est encore plus inquiétant, c'est la tendance. C'est la tendance qui est à l'augmentation par rapport à la fameuse année de référence 1990. On est à plus 40% de gaz à effet de serre. Et si on remontait à 1970, où on n'était pas complètement sous-développé, on est à plus 70%. Donc quand on a posé ça, on a posé l'ampleur du problème. Et pardon d'asséner ces chiffres, mais je pense qu'on peut le faire devant cet auditoire-là. Donc il y a un double enjeu. Il y a un enjeu mondial, fondamentalement mondial, et qui n'est pas simple à traiter. J'ai participé à de multiples négociations, notamment celle, malheureusement, qui n'a pas été jusqu'au bout des logiques que l'on espérait, qui était celle de Copenhague. Et puis, bien sûr, la logique nationale, parce qu'on peut commencer, nous, par faire effort avant de donner des conseils aux autres. Comme on dit, servons-les à nous-mêmes avant de les servir aux autres. Là-dessus, la France, sur les gaz à effet de serre, elle est quand même plutôt bien placée, puisque par rapport à 90, nous n'avons augmenté que de 4,5%, et sur les années 2008-2009, nous sommes en tendance en diminution. Alors évidemment, avec l'effet crise aussi qu'il faut prendre en compte si on veut gérer les choses de manière correcte. Par rapport à cela, quand j'ai posé ça, les solutions, elles se dégagent assez logiquement. Là, le premier élément, évidemment, c'est de réduire nos consommations d'énergie, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique, c'est l'objectif, vous me dites si je suis trop long,
c'est parce que vous n'avez pas osé le dire aux autres, mais vous me le dites à moi. C'est effectivement les objectifs des 20% à l'horizon 2020, c'est-à-dire demain matin. Et puis, c'est le facteur 4, etc., à l'horizon 2050 pour les gaz à effet de serre. Bon, on connaît tout ça par cœur. Mais le premier objectif majeur, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Ça, c'est fondamental. Le deuxième objectif là-dedans, c'est la fameuse transition énergétique avec la constitution d'un nouveau bouquet énergétique. Un nouveau bouquet énergétique qui permette de répondre à la fois aux besoins de la France, qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière très substantielle et qui nous permette également d'améliorer notre indépendance énergétique en passant. Parce que celle-là, par rapport aux consommations mondiales que j'ai rappelées, elle n'est pas forcément aussi assurée qu'on peut le dire à l'horizon d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années. Alors après, effectivement, on peut rentrer dans le détail du contenu très concret. Je voudrais simplement terminer, mais je suis sûr qu'on va y revenir, sur tout cela, ça se met en œuvre comment? Mais c'est déjà en œuvre, pour ce qui concerne la France. Alors on peut toujours critiquer, on peut toujours dire pour certains c'est trop, pour d'autres c'est pas assez, il aurait mieux valu faire ceci, cela plutôt que. Il y a la parole, il y a l'acte. L'acte c'est quoi? Fondamentalement c'est le Grenelle de l'environnement. Et que je sache, ce Grenelle de l'environnement, il a été décidé sous l'impulsion du candidat que je représente aujourd'hui, qui est Nicolas Sarkozy. Et il a été conduit sous l'autorité du Premier ministre qui porte cette majorité, qui est François Fillon. Et je vois qu'il a été remarquablement conduit, porté, défendu par le ministre d'État, qui était Jean-Louis Borloo, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans le Grenelle? Vous le connaissez. Mais il y a tous ces éléments. La réglementation thermique 2012 dont il a été question, elle n'est pas sortie comme ça du jour au lendemain. On peut dire 1 million de logements, je veux bien, on peut toujours être dans l'inflation verbale. Il faut chiffrer tout ça après, ça coûte combien? Dans le Grenelle, il y a 400 000 d'une part et 800 000 au total d'ici 2020 d'autre part, sur fonction logements sociaux, bâtis anciens, etc. Les éléments, ils sont, cette majorité le mettent en œuvre. Et ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir continuer à mettre en œuvre à la fois cette volonté de réduction de nos consommations, ce mix énergétique, parce que vous l'avez dit très justement, il faut s'inscrire dans la durée, dans la continuité pour porter ces ambitions-là. Merci beaucoup. Donc on aura effectivement la possibilité de revenir plus dans le détail des données chiffrées, de leur financement aussi et de leurs impacts. Monsieur Baupin, là, je vous passe la parole. Et après, on enchaînera sur le deuxième volet, sachant qu'il a déjà été partiellement traité et que vous pourrez revenir sur un certain nombre d'éléments. À vous. Bien, merci. Je vais essayer de rester sur le premier volet. D'abord, vous remercier vraiment d'organiser ce débat et pour montrer que les enjeux dont on doit parler quand on parle de la préparation des élections présidentielles en France ne se limitent pas à la viande halal, au permis de conduire, mais qu'il y a des enjeux autrement plus importants que nous devons prendre en compte. Je vous remercie aussi pour l'ordre dans lequel vous avez souhaité traiter les sujets, parce que bien souvent, la question de la consommation, du niveau de consommation, est un sujet qu'on oublie en France, dans beaucoup de rapports, de scénarios énergétiques, etc., qui sont sortis ces derniers mois, ces dernières semaines, dans le débat sur l'énergie. On vous dit comment on va produire et personne ne parle de la réduction de la consommation énergétique. Donc poser ce débat, c'est très important. Notre philosophie à nous, elle est, je pense, connue, mais elle rejoint ce qu'a dit notamment l'AIE dans son dernier rapport, qui est que globalement, le système énergétique, la consommation énergétique dans laquelle nous sommes, nous conduit droit dans le mur. Et donc, nous avons à faire un virage fondamental par rapport à nos consommations énergétiques. Et nous nous retrouvons globalement sur la philosophie qui est développée, par exemple, par Jeremy Rifkin, sur l'idée que nous avons une troisième révolution industrielle à faire, c'est-à-dire que nous sommes à la fin d'un cycle, en matière notamment de production énergétique, j'y reviendrai dans la deuxième partie des réponses, mais aussi qu'on est au début d'un nouveau cycle. Et que de ce point de vue-là, on se retrouve très largement dans le scénario négawatt, pour faire assez simple, en matière de scénario de consommation énergétique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il faut réduire la consommation énergétique, mais pas simplement le dire. Vous avez dit, Monsieur Grouard, qu'il fallait parler de chiffres. Je m'étonne que vous n'ayez pas cité la position officielle de la France, qui a été transmise par Madame Kosciusko-Morizet lorsque la France avait encore un ministre de l'Environnement à Bruxelles, et qui fixe à moins 15% en valeur absolue la consommation énergétique de la France en 2020 par rapport à 2009. Excellent. Je m'étonne que vous ne le disiez pas. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce rapport.
parce que visiblement M. Besson lui-même n'avait pas l'air d'être au courant, puisque quand il a fait ses scénarios énergie 2050, il a prévu qu'il y aurait au contraire une augmentation de la consommation énergétique. Donc, si on peut se concentrer sur les propositions, je comprends que vous ayez aussi... on fait un débat, on fait un débat quand même. Donc on est là pour se dire un petit peu les choses, non? Je voulais que... Donc, alors, non, mais chacun son tour, je ne vous ai pas coupé la parole, donc on va donner un certain niveau à ce débat, ce qui permettrait d'en valeur plutôt que de les petites invectives qui ennuient tous nos concitoyens. Donc ce serait gentil de respecter ça, merci. C'est merveilleux. Donc, je redis, donc la position officielle de la France est très bonne et vous devriez la défendre. Donc c'est moins 15% en valeur absolue, je dis bien en valeur absolue, de consommation énergétique en 2020 par rapport à 2009. C'est ce que, officiellement, la France est censée défendre à Bruxelles. Évidemment, chacun sait bien que entre cette position officielle et ce qui est fait réellement, il y a une large marge de différence. Mais donc, pour notre part, nous pensons que c'est ce qu'il faut faire, et donc qu'il faut, en effet, que la directive efficacité énergétique, qui est en débat aujourd'hui au niveau européen, s'en tienne aux propositions du Parlement européen, qui a fait un excellent rapport produit notamment par Claude Turmes, député européen vert, au Parlement européen, mais adopté par l'ensemble du Parlement européen, qui donc fixe des objectifs contraignants sur la réduction de la consommation énergétique, parce que si on n'a pas d'objectifs contraignants, si on s'en tient simplement à des discours généraux et des orientations générales, on n'y arrivera pas. Alors ce que nous proposons pour essayer de répondre aux questions qui sont posées en la matière, c'est donc une politique globale de réduction avec des mécanismes de bonus-malus. Globalement, il faut favoriser les comportements qui sont vertueux et défavoriser les comportements qui sont les plus consommateurs. En fixant par exemple comme objectif, en ce qui concerne ce qu'on appelle la consommation d'électricité spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est consommation d'électricité des ménages en dehors du chauffage, parce que là sur le chauffage électrique, au niveau français, on a une spécificité sur laquelle je vais revenir derrière, mais en ce qui concerne ne serait-ce que l'électricité spécifique, regardez donc tous les appareils électroménagers, etc., qu'aujourd'hui, la consommation d'électricité d'un ménage allemand est 20% inférieure à la consommation d'électricité d'un ménage français. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, le gouvernement allemand, sous l'impulsion des sociodémocrates et des écologistes, a décidé de sortir du nucléaire. Et qu'à partir de ce moment-là, une politique d'efficacité énergétique a été mise en œuvre dans ce pays qui a permis de réduire de 20% la consommation électrique spécifique. Parlons du chauffage électrique, une aberration complète, sur laquelle la France aujourd'hui a un parc de chauffage électrique qui est totalement surdimensionné et qui fait qu'aujourd'hui, en hiver, eh bien, nous avons la moitié du pic de consommation électrique de l'Europe, qui est simplement le pic de consommation électrique français. Et qui fait que si on n'a pas de blackout aujourd'hui sur le système électrique français, c'est simplement parce qu'on apporte massivement de l'électricité, et notamment grâce aux éoliennes, par exemple, de l'Allemagne, nous réussissons à éviter un blackout en France. C'est totalement le contraire de ce qu'on nous raconte, mais c'est l'exacte réalité. Allez regarder les chiffres pour les soirées que nous avons eues de pic de consommation d'électricité au moment du grand froid. Il faut évidemment un plan d'isolation des bâtiments, tout le monde l'a évoqué. Nous avons chiffré la montée en puissance pour arriver à peu près 1 million de réhabilitations thermiques par an à partir de 2020. C'est le niveau qu'il faut se fixer si on croit réellement qu'on veut faire le facteur 4 en 2050. On peut dire c'est pas possible, etc. Sauf que dans ce cas-là, il faut dire on abandonne le facteur 4 en 2050. Si on veut le facteur 4 en 2050, il faut à partir de 2020 être sur la mesure de 1 million de logements réhabilités par an pour y arriver en 2050. Et puis il faut une politique en matière de transport, puisque vous posiez la question. Et donc sur les transports, il faut à la fois développer les transports collectifs, comme ça a été dit. Nous proposons non seulement évidemment de développer les transports collectifs dans les agglomérations, je pense qu'être bien placé pour avoir fait la démonstration, notamment à Paris, que quand il y a une volonté politique, on peut mettre en œuvre une politique de développement des transports collectifs et de réduction de la circulation automobile, mais il faut le faire aussi dans l'interurbain. Et donc nous proposons que l'État français devienne une véritable autorité organisatrice des transports intérieurs, avec pilotage, donc, des transports intérieurs en ce qui concerne le ferroviaire, en ce qui concerne le fluvial, en ce qui concerne l'aérien intérieur, de façon à organiser la mutation vers les transports collectifs et la réduction, donc, de la circulation automobile. Et puis nous proposons qu'on aille, enfin, nous sommes très volontaristes sur l'idée qu'on transforme l'automobile elle-même. Personne ne peut penser que demain, on pourra se passer de véhicules motorisés individuels. Il y en aura besoin dans plein de parties du territoire. Sauf qu'on n'a pas besoin, pour se déplacer l'essentiel du temps avec une personne seule dans un véhicule, de construire tous des véhicules tous identiques, avec 4 places,
avec un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière, qui sont faits pour transporter une famille qui part en vacances. Et donc faire une mutation de l'automobile vers des véhicules beaucoup moins polluants, beaucoup moins consommateurs d'énergie, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça coûte extrêmement cher à tous ceux qui sont aujourd'hui otages de leur voiture de voir le prix du pétrole qui augmente. On reviendra sur les conséquences sociales tout à l'heure. Et donc, d'avoir, en matière de transport, donc, un développement, une reconversion industrielle face à un secteur industriel, celui de l'automobile, qui est en plus menacé d'une crise énorme, pire que celle de la sidérurgie, si on n'agit pas rapidement, avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Bien, merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Ce que je vous propose, pour casser un peu l'ordre de passage, c'est qu'on reparte dans ce sens et qu'on revienne, si ça vous convient. Alors, le deuxième, donc, le premier thème de la soirée portait sur le volume, bien que vous ayez abordé les uns et les autres un certain nombre d'autres sujets. Le deuxième grand thème, tel qu'on l'a prévu dans la construction de cette soirée, donc c'est le thème du mix énergétique. Je te laisse la parole, Alexis. Et donc je vous demande, là, pour le moment c'est parfait, donc je vous remercie. Si vous pouvez continuer à respecter le temps de parole individuel de la sorte, on est à peu près dans les temps, et on aura du coup la possibilité de prendre quelques questions de la salle en fin de débat. Voilà. Oui, très rapidement. Donc les points sur lesquels on souhaitait revenir à présent, maintenant qu'on a parlé de la consommation, de la demande, des comportements, c'est de parler un petit peu justement du mix de production. Peut-être une sous-question, je dirais, sur tout ce qui va être essentiellement production électrique. Comment souhaitez-vous voir évoluer, donc à nouveau à horizon plutôt 10 ans, on va dire, la part des énergies renouvelables? Faut-il garder les objectifs actuels? Faut-il les faire évoluer? Et si oui, en mettant l'accent sur quelle filière en particulier? Quelles mesures d'accompagnement également? Comment souhaitez-vous voir évoluer la part du nucléaire? Donc voilà, une série peut-être de points de vue sur cette question du mix énergétique et notamment en termes de production électrique. Peut-être revenir, si vous le souhaitez, sur les transports, on l'a déjà abordé, mais peut-être si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur comment sortir les transports de la dépendance pétrolière, vous y êtes invité. Et puis un dernier point sur l'ancrage ou l'articulation plutôt entre les objectifs nationaux et les objectifs internationaux. Alors on pense notamment à tout ce qui va être objectif européen, donc l'actuel paquet énergie-climat, mais également au niveau global, le protocole de Kyoto. Comment souhaitez-vous voir finalement évoluer ces conventions internationales, ces objectifs qu'on peut se donner en commun à l'international? Voici les sujets sur lesquels on vous propose de réagir à présent. Donc comme le suggérait Christophe, on va repartir en sens inverse, c'est ça? Donc on va commencer par Monsieur Baupin alors. Bien. Alors, j'ai évité de parler du nucléaire dans ma première intervention, mais là, cette fois-ci, la question étant posée, je vais évidemment en parler. Et c'est pas obligé, mais vous y êtes invité. Non, mais ce serait étonnant qu'on n'évoque pas la question ce soir. Et la question nucléaire, c'est pas qu'une question énergétique. C'est d'abord une question, je dirais, de sécurité. Je pense qu'un an après Fukushima, un an après cette catastrophe qui n'est toujours pas terminée, avec des centrales et des piscines qui sont des réacteurs et des piscines qui sont toujours hors de contrôle sur le secteur de Fukushima. Moi, j'y suis allé à Fukushima, pas comme celui qui prétend qu'il y allait mais qui n'est pas allé, mais j'y suis allé avec Eva Joly et nous avons rencontré les familles. Les familles sur le territoire, l'inquiétude des parents, je pourrais vous en parler des heures, et c'est pas l'objet là. Mais franchement, j'invite tous ceux qui, dans cette campagne, parlent avec légèreté de la question du nucléaire et de la sécurité en matière de nucléaire, à aller rencontrer les habitants sur place, à aller entendre leur angoisse face à la situation, à ce poison invisible qui se répand partout, dans les sols, dans l'air, dans l'eau, dans l'alimentation, et voir quel impact ça peut avoir sur une société, pour se poser la question de savoir si on peut dire comme ça que la sécurité du nucléaire, oui, on tient absolument à la sécurité. D'ailleurs, notez qu'aujourd'hui, ni le président de l'autorité de sûreté nucléaire, ni celui de l'IRSN n'osent dire qu'il n'y aura pas d'accident majeur en France en matière nucléaire. Au contraire, ils disent que cette éventualité existe. Et donc c'est une préoccupation, je pense, que nous devons tous avoir quand nous réfléchissons à ces questions. Sachant que 2 rapports très importants sont sortis ces dernières semaines. Un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire sur les conséquences si on appliquait donc suite à Fukushima en matière de sécurité. Allez lire ce rapport, non pas la communication officielle qui a été faite, mais les 15 pages du rapport qui disent tout ce qu'il faudrait changer dans les installations nucléaires françaises pour assurer la sécurité. Ça fait froid dans le dos.
J'ajoute que, à la différence des autorités de sûreté en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, la France n'a pas pris en compte ni le risque terroriste, ni le risque de piratage informatique, ni le risque de crash aérien, ni le risque d'erreur humaine. Des risques modérés, hein, que personne ne pense évidemment possible. Quand on a vu la facilité avec laquelle Greenpeace a pu rentrer, par exemple, dans certaines installations nucléaires, on se dit que peut-être on pourrait prendre en compte tout ça. Même en ne prenant pas en compte ces risques, on se rend compte qu'aujourd'hui, aucune des installations nucléaires françaises n'est exempte de nécessité d'adaptation par rapport à ces risques. Regardez le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes qui a mis en évidence les coûts du nucléaire qui n'ont pas été évalués sur les déchets, sur le démantèlement des centrales, et plus encore sur le coût de l'accident. Alors là, je vous invite vraiment à aller regarder dans ce rapport de la Cour des comptes, et ça a été confirmé depuis par le président de l'autorité de sûreté nucléaire devant la commission du Sénat qui est chargée d'une audition sur la question du prix réel, du coût réel de l'électricité. Ils ont évalué le coût d'un accident type Fukushima à 600 à 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire 6 à 10 fois plus que le coût de construction de l'ensemble du parc nucléaire français. Sachant que Fukushima, c'est par ailleurs un territoire grand comme la Belgique, hein, qui est devenu invivable. Donc ça vous donne des ordres de grandeur, donc des impacts économiques et des impacts en matière sanitaire, enfin, etc., sur cet accident. Donc, évidemment, c'est au regard de ça, plus que simplement au regard des questions énergétiques, que nous disons que nous voulons sortir le plus vite possible du nucléaire. Mais comme on doit prendre en compte à la fois les impératifs de sortie progressive de la dépendance aux énergies fossiles, et notamment la fin du pétrole bon marché, qu'on doit en même temps tenir nos engagements et même aller au-delà en matière de gaz à effet de serre, nous estimons qu'on peut en sortir sur une vingtaine d'années. C'est trop de notre point de vue, mais pour l'instant, dans les scénarios que nous avons réussi à élaborer, on est sur une sortie sur une vingtaine d'années. Et globalement, notre philosophie, c'est qu'on doit passer des vieilles énergies, les 4 vieilles énergies que sont le charbon, le gaz, le pétrole, l'uranium, qui sont des énergies de stock, avec des stocks en quantité limitée, aux énergies d'avenir, qui sont des énergies de flux, l'éolien, le solaire, les énergies marines, la géothermie, la biomasse, qui sont donc des énergies renouvelables, hein, comme vous le savez, et qui sont en plus ont l'avantage par rapport aux autres, qui sont très centralisées, des énergies décentralisées. C'est globalement le grand challenge des années à venir, et d'ores et déjà à travers le monde, je le dis parce qu'en France, en général, on n'est pas forcément au courant, les énergies renouvelables produisent 50% de plus que le nucléaire dans le monde. En Chine, dont certains espèrent que ça soit un marché d'avenir pour le nucléaire, on produit 7 fois plus en renouvelable qu'en nucléaire. Hein, et donc, les objectifs en matière de développement des renouvelables dépassent très largement cette vieille énergie dangereuse qu'est le nucléaire. Notre objectif en matière de renouvelables, c'est d'atteindre les 40% hors carburant d'ici 2020. Voilà l'objectif sur lequel nous basons. Et j'essaye de terminer sur la façon dont nous concevons les relations par rapport à nos partenaires dans le cadre européen. Nous sommes très favorables à tous ceux qui disent qu'il faut une politique européenne de l'énergie, parce que vu le nombre de pays qui aujourd'hui ne veulent plus du nucléaire en Europe, le fait de mutualiser sur cette politique énergétique donnera évidemment un renfort par rapport au fait de se débarrasser de ce danger, qui est évidemment un danger qui ne couvre pas simplement que notre territoire. Je pense que tout le monde sait depuis Tchernobyl qu'évidemment la radioactivité ne s'arrête pas aux frontières, et donc que c'est en effet une question majeure, hein, en matière de politique européenne. En ce qui concerne les objectifs de Kyoto, nous pensons que l'Europe aurait dû, dès Copenhague, aller au deuxième objectif qui s'était fixé par rapport aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire passer des moins 20% aux moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup de rapports ont été produits depuis Copenhague au sein de l'Union européenne, et notamment des rapports de la Commission européenne, donc en plus des rapports de nombreuses organisations écologistes, qui démontrent que ces moins 30% sont non seulement possibles, mais seraient positifs pour l'économie européenne, parce que justement, ils donneraient un coup de booster à un certain nombre de politiques qui sont bonnes d'un point de vue économique et d'un point de vue de l'emploi. Simplement, il y a des pays qui résistent, notamment la France. Merci Monsieur Baupin, merci beaucoup. Je vais passer la parole donc à Mathieu Agostini. Oui, alors sur la question du mix énergétique, sur la question du nucléaire et sur la question plus largement de la politique énergétique. Donc, n'oublions pas que la France a cette particularité de produire à 80% son électricité à partir de nucléaire, mais qu'elle ne représente
loin s'en faut, pas du tout la totalité de la consommation énergétique. Le constat de fond politique qui est à faire, c'est que ces questions n'ont jamais été débattues et les politiques énergétiques ont toujours été écrites, notamment le programme électronucléaire français, sur un coin de table et ratifiées à la va-vite à l'Assemblée nationale. Or, ces questions sont des questions complexes, nous en débattons en partie ce soir, et ce sont des questions sur lesquelles les Français sont divisés, au-delà de clivages politiques. Et il faut qu'on soit en mesure de prendre des décisions qui nous conduisent à l'intérêt général, c'est-à-dire à garantir le droit d'accès à l'énergie pour toutes et tous. Voilà les raisons fondamentales qui font que nous proposons un référendum, un débat national sur la question énergétique et un référendum sur la question énergétique, sur les scénarios et sur la sortie ou non du nucléaire. Pourquoi? Parce que dans le débat de planification écologique tel que nous l'imaginons, ce sont les citoyens qui se réapproprient le débat. Ça signifie que ce sont les citoyens qui fixent les conditions du débat, qui empêchent l'activité pendant le temps du débat de tel ou tel lobby, qui commandent les études sur tel ou tel sujet, les rendent publics, les portent au débat. Ce sont eux qui portent le débat, et ceux qui disent que tout ça est un sujet d'experts et qu'au final, après une heure d'intervention blindée de chiffres, c'est comme ça et pas autrement, nous disons qu'aujourd'hui et depuis toujours, les meilleurs choix qui ont été pris sont les choix qui ont été pris collectivement. Et c'est vous, par exemple, dans cette salle, qui nous dites ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, qui marchez devant dans ce genre de débat. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, et il faut partir de là, c'est que le marché, transition sortie du nucléaire ou pas sortie du nucléaire, le marché a été dans l'impossibilité complète de créer une filière industrielle des énergies renouvelables en France. Photowatt en est le dernier exemple, celui qui a fait peut-être le plus de bruit, mais sachez que le leader mondial de production des cellules photovoltaïques en Allemagne vient de déposer le bilan. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, même si le choix a été fait de sortir rapidement ou non du nucléaire, nous ne sommes pas en mesure de le faire dans un temps court. La libéralisation des marchés ont entraîné de surcroît une augmentation massive des prix de l'énergie. Je vous passe tous les chiffres, le fait que depuis 2000, le prix de l'électricité a quasi doublé, le fait que si nous appliquons aujourd'hui les directives de l'Europe libérale, la Commission de régulation de l'énergie nous dit que nous allons avoir une augmentation de 30% avant la fin du quinquennat qui s'ouvre aujourd'hui. Voilà pourquoi l'une des principales mesures, si nous voulons garantir le droit d'accès à l'énergie à toutes et tous, est de désobéir aux directives de l'Europe libérale et de sortir du traité de Lisbonne. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe libérale, que beaucoup appellent de leur vœu, n'est pas possible dans le cadre de la concurrence libre et non faussée. Voilà tout l'intérêt, notamment, puisque la question est posée au niveau européen et au niveau mondial, de créer... Qu'est-ce que nous faisons en désobéissant? On ne se referme pas sur nous-mêmes. On crée un rapport de force au sein de l'Union européenne pour dire que cette Europe-là, c'est terminé et que nous voulons aller vers une Europe qui garantisse le droit d'accès à l'énergie à toutes et tous, que cette Europe doit devenir, au niveau international, le fer de lance d'une politique pour les peuples, tel que ça a été proposé notamment à la conférence internationale des peuples de Cochabamba, suite à l'échec cuisant de la conférence de Copenhague. Parce que la situation est absolument catastrophique. On connaît la situation dans les pays du Sud. Mais on oublie trop rarement qu'aujourd'hui, 10 millions de personnes souffrent de précarité énergétique. 1 million de personnes sont en restriction volontaire de chauffage en France, en plein hiver, et tout cela conduit à des coupures massives d'électricité, entre 150 et 200 000 par an, 120 000 de gaz, 150 000 d'eau, etc., etc. Voilà la conséquence de la concurrence libre et non faussée, de la dérégulation du marché de l'énergie. Je vais vous demander de conclure, M. Agostini. Carrément. On arrive au bout des 5 minutes. Donc, les objectifs chiffrés en matière de transition énergétique du programme du Front de Gauche sont les suivants.
être en capacité de créer cette filière d'énergie renouvelable. 15 milliards d'euros par an, minimum, investis pendant le quinquennat, de façon à ce que nous soyons en capacité, d'ici la fin du quinquennat, de doubler le volume de production d'électricité et de chauffage à partir des énergies renouvelables. C'est casser les directives, sortir de la loi NOM. Et sur la question du nucléaire, il y a un certain nombre de préalables absolument fondamentaux pour le front de gauche. Un service public de l'énergie, seul à même de garantir l'égalité de traitement de toutes et tous sur le territoire. EDF, GDF, Total, Areva, etc., etc. Comme je dois conclure, je fais vite. La réintégration de tous les sous-traitants. Vous aurez la parole. Ouais. Je finis là-dessus. La réintégration de tous les sous-traitants. Aujourd'hui, ils sont des milliers à travailler dans le nucléaire, sous-formés, à prendre la dose maximale de radiation dans les entreprises, puis ils sont expulsés et remplacés par des nouveaux. Ils doivent avoir accès au même statut que les autres. Et puis... Merci Monsieur Agostini. Je vais vraiment passer la parole cette fois-ci. Stéphane Cosset, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Alors, du côté de François Bayrou, ce qui nous a le plus frappé dans un premier temps, c'est cette obsession qu'il y a eu pendant cette campagne électorale autour du nucléaire. Obsession qui, je crois, a vraiment desservi le débat sur la politique énergétique. Le nucléaire, c'est 16% de notre consommation énergétique. 16%. Le fossile, c'est 72% de notre consommation énergétique. Alors, lorsque j'entends qu'on consomme plus parce qu'il y a du nucléaire, lorsque j'entends que tout le débat est autour de la sortie du nucléaire, lorsque le président de la République va 5 fois, 6 fois dans une centrale nucléaire, et que finalement on s'arrête seulement à cette question du nucléaire, eh bien je crois qu'on dessert le débat politique et qu'on dessert finalement toute cette campagne électorale. Car oui, bien sûr, il y a un enjeu sur le nucléaire, mais tout l'enjeu, c'est d'abord ces 72% de consommation de fossiles et toutes les conséquences sur les gaz à effet de serre. Tout l'enjeu, c'est le dérèglement climatique. C'est ça l'enjeu. Parce que, bien sûr, c'est terrible le drame de ces familles à Fukushima. Mais est-ce que ça n'est pas terrible de voir ces îles qui vont disparaître, de voir cette biodiversité qui est en train de disparaître, de voir ces dérèglements climatiques sur toute la planète? Donc parlons de cela d'abord, avant de systématiquement se concentrer sur la question du nucléaire. Sur le nucléaire, oui, évidemment, il faut renforcer la sécurité. En ce qui nous concerne, nous proposons par exemple qu'il y ait des experts européens au sein de l'autorité de sûreté nucléaire en France, pour que justement on puisse être sûr qu'il y ait bien une expertise internationale dans notre propre autorité de sûreté nucléaire. Bien sûr qu'il faut aller à fond sur ces questions de sécurité. Bien sûr qu'il faut dire que le nucléaire, on n'arrivera jamais à ce que ce soit une énergie définitive. Ça doit être une énergie de transition avant tout, mais soyons aussi positifs. C'est pour ça que nous avons, proposé un objectif en matière d'énergie renouvelable dans le mix électrique français. Nous proposons qu'il y ait 40% d'énergie renouvelable à 2030 dans le mix électrique, parce que nous voulons être constructifs. Nous ne voulons pas poser la question de la sortie du nucléaire de façon obsessionnelle, mais nous voulons plutôt dire essayons de monter en puissance au maximum les énergies renouvelables. 2030, 40%, 2020 dans toute la consommation énergétique, 20%, voire 30% si tous les autres pays en sont d'accord. Voilà du constructif. Voilà comment nous devons avancer. Et si nous réussissons à avancer sur les énergies renouvelables, alors nous devons aussi faire face à un certain nombre de contraintes. Soyons réalistes. La première des contraintes, c'est l'acceptation. Donc ne soyons pas ambigus sur les énergies renouvelables. Lorsque l'on fait des éoliennes, des procédures ICPE par exemple, eh bien nous sommes ambigus. Lorsque sur le solaire, on commence à dire finalement, on ne sait plus très bien, on va créer des limites, nous sommes ambigus. Ne soyons pas ambigus, acceptons cette montée en puissance, mais acceptons aussi qu'il y a des résistances, locales. Je crois qu'il faut qu'il y ait des vrais consensus politiques au niveau régional sur ces questions-là. Consensus politique parce qu'il y a une résistance. Donc si nous sommes tous unis, si nous avons des vraies unités régionales sur ces questions-là, nous pourrons avancer, nous pourrons atteindre cet objectif de 40%. Et puis soyons aussi transparents sur le financement. Les énergies renouvelables, ça coûte cher. Par exemple, la décision il y a quelques jours d'autoriser les appels d'offres d'éoliens offshore, c'est plus d'1 milliard d'euros. C'est 1 milliard d'euros que nous allons payer en fin de compte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut être transparent. Et cette transparence, c'est avant tout être juste et éviter les bulles spéculatives et avoir des systèmes
stable qui soit mis en place, par exemple sur 10 ans, des procédures extrêmement claires qui disent voilà, les prix seront ajustés selon une procédure claire en fonction des prix du marché et que tout le monde soit d'accord sur ces procédures et qu'on ne fixe pas des limitations en volume, mais qu'on fixe des limitations en prix et que ces prix soient bien ajustés de façon transparente, juste et équitable pour tous les industriels et de façon stable. Je crois que c'est là que nous pouvons encore progresser et que nous pouvons rendre crédibles et réalistes nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. Et puis dernier point, eh bien, c'est faire tout cela dans un cadre européen. Parce qu'on le disait tout à l'heure, les éoliennes, elles ne sont pas seulement en France. Le vent, il n'est pas seulement en France. Le vent, il fonctionne en Europe. Si on veut faire des grands champs d'éoliennes en mer du Nord, si on veut faire des grands champs de photovoltaïque dans le désert, eh bien, il faudra avoir une vision européenne de tout cela. Il ne faut pas opposer l'Allemagne et la France. Il faut avoir beaucoup plus des mix électriques européens qui se constituent et que l'on profite du fait qu'il y ait des énergies renouvelables qui fonctionnent dans un pays pour que ça bénéficie à l'autre. Je crois qu'il faut avoir la vision d'un grand réseau électrique, d'un grand réseau intelligent derrière cela, qui puisse permettre à la fois de concilier ce décentralisé dont je parlais tout à l'heure, cette énergie décentralisée à travers des consensus politiques régionaux, et puis ce grand système européen et ce grand mix électrique européen. C'est de cette manière-là et avec cette politique européenne de l'énergie que nous pouvons avancer. Merci Monsieur Cosset. Je vais passer la parole à Marie-Hélène Aubert. Alors, concernant le nucléaire, comme je l'ai dit précédemment, donc, François Hollande propose de réduire la part du nucléaire de 75% à 50% à l'horizon 2025 dans la production d'électricité. Mais au-delà du point de vue qu'on peut avoir sur l'intérêt de l'énergie nucléaire, on a une vraie échéance de toute façon, à savoir que les premières centrales qui ont été mises en service à la fin des années 70 et qui sont étalées sur une dizaine d'années, eh bien, la durée de fonctionnement de ces centrales a été programmée pour 35-40 ans. Donc si on prend la première mise en service, c'est-à-dire celle de Fessenheim, en 1977, on arrive à l'échéance 2017. Donc il nous semble que c'est vraiment de la responsabilité d'un chef d'État, d'un gouvernement, d'anticiper le vieillissement de ces réacteurs, qui pose d'ailleurs effectivement, plus ils vieillissent, un certain nombre de questions en matière de sûreté, et on ne peut pas plaisanter avec ça, on ne peut pas être léger avec ça. Nous avons une autorité indépendante, effectivement, l'autorité de sûreté nucléaire, qui préconise d'ores et déjà, un certain nombre de travaux sur les réacteurs suite aux visites décennales. Bon, la question est de savoir le coût de ces travaux, si d'ailleurs en partie ils sont faisables ou pas, et les questions se posent notamment pour Fessenheim, et donc s'il ne vaut pas mieux investir quand manifestement l'addition est trop lourde et risquée, investir l'argent disponible dans la diversification énergétique et les énergies renouvelables. Donc quel que soit le président de la République, quel que soit ce qu'on pense ou pas d'énergie nucléaire, on est face à cela. Et suite au rapport de la Cour des comptes, donc paru fin janvier, un grand quotidien du soir avait titré « La France n'aura pas les moyens de renouveler son parc nucléaire ». Ce n'est pas une question mineure. Donc la responsabilité que nous avons, c'est de redonner à l'État sa vision stratège et d'anticiper et de construire une politique énergétique qui tienne compte de ces échéances. J'ajoute que les réacteurs nucléaires connaissent ce problème de vieillissement, mais ils ne sont pas les seuls. L'ensemble des centrales, des installations industrielles connaissent ces questions-là. Donc elles ne sont pas éternelles. Il y a bien un moment où il faut se demander dans quelles conditions de sécurité on peut éventuellement les prolonger, et s'il n'y a pas mieux à faire que de fermer les yeux en attendant que les échéances se rapprochent et qu'il soit de plus en plus difficile de les traiter. En ce qui concerne les énergies renouvelables, c'est peu dire quand même que, M. Grouard, je suis désolée, je vais être très aimable, mais vous ne pouvez pas nier que le moratoire décidé en octobre 2010 sur le tarif d'achat du photovoltaïque a quand même considérablement perturbé la filière. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise dans ces secteurs actuellement. J'en ai vu aucun qui est fou d'enthousiasme par rapport à la politique actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je pense qu'il y a vraiment la nécessité de rétablir le plus rapidement possible un cadre
concernant aussi bien le tarif d'achat, un cadre réglementaire, fiscal, légal, stable, construit dans la concertation, optimal. Il ne s'agit pas en effet de trop alourdir le coût pour les finances publiques, mais nous devons absolument rétablir ce cadre très rapidement. Dans l'éolien terrestre, ces dernières années ont été multipliées les réglementations, les procédures, au point qu'aujourd'hui, dans l'éolien terrestre, il faut plus de 8 ans maintenant pour aboutir avec un dossier, alors qu'il en faut 4 en moyenne au sein de l'Union européenne. Nous accumulons les retards. L'appel d'offres d'éolien offshore, bon, je ne vais pas me lancer dans ce qu'on peut en penser, mais enfin bon, les entreprises ont eu 6 mois, c'est court, pour constituer leur dossier, problème de fixation de tarifs d'achat. Bon, cet appel d'offres pose des questions. D'ailleurs, l'un a été infructueux. Enfin bref, nous avons beaucoup à faire pour vraiment relancer les filières industrielles des énergies renouvelables, avec une place aussi pour les PME, pas seulement pour les grands groupes, articuler recherche, innovation, PME, grands groupes, et avoir aussi une stratégie à l'export, hein, puisque les énergies renouvelables, c'est effectivement une façon de diversifier nos sources d'énergie, et la France, encore une fois, a des atouts considérables dans ce domaine, mais c'est aussi conquérir des parts de marché à l'export, et là, nous avons là aussi des atouts considérables. Donc, nous avons beaucoup à faire, et je ne voudrais pas oublier non plus la chaleur. On parle beaucoup de l'électricité, on ne parle pas suffisamment, à mon sens, des énergies renouvelables en matière de chaleur, que ce soit cogénération, que ce soit par le biogaz, la biomasse, que ce soit le solaire thermique, que ce soit par les réseaux de chaleur. Il existe un fonds chaleur aujourd'hui qu'il faut développer, soutenir, dont il faut augmenter l'efficacité et la performance. La chaleur est un élément essentiel aussi dans la question des énergies renouvelables. N'oublions pas non plus la géothermie. Enfin bref, il y a énormément d'atouts, de possibilités que nous pouvons développer dans notre pays, aussi bien pour diversifier notre propre mix énergétique que, encore une fois, à l'export. Alors, mon voisin l'a mentionné, beaucoup de possibilités existent également dans les réseaux. On a demandé de conclure simplement. Oui. Donc, nos réseaux aussi méritent d'être revisités, redéveloppés, rénovés. Et on peut compenser les problèmes éventuels d'intermittence, aussi des réseaux mieux conçus, mutualisés, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle régionale, avec encore une fois une implication et des pouvoirs supplémentaires pour les collectivités territoriales. Je termine sur l'aspect international. Nous aussi, nous soutenons l'objectif de moins 30% en matière de réduction de gaz à effet de serre. Bon, les conférences de Copenhague et d'Urban n'ont pas donné de résultats, les résultats escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un fonds vert pour le climat aujourd'hui qui reste une coquille vide. Nous pouvons trouver des recettes à travers les taxations sur le transport maritime, sur les transports aériens, et l'Union européenne a raison de se battre là-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit la seule à être leader sur ces objectifs, alors que tous les autres reportent toujours à plus tard des engagements contraignants. Nous devons penser aussi à l'adaptation au changement climatique. C'est une autre question, mais qui se pose de plus en plus actuellement. Et enfin, dans la perspective de Rio+20 en juin prochain, nous devons absolument lier aussi ces questions d'environnement, de changement climatique et d'énergie avec les questions de développement durable des pays les plus pauvres. C'est ce qui bloque aujourd'hui aussi. Nous ne pouvons pas, après avoir passé des décennies, voire 2 siècles, à consommer l'essentiel des ressources de la planète, de dire à des pays pauvres en développement, bah, écoutez, maintenant il va falloir respecter des normes drastiques que nous sommes incapables de nous appliquer à nous-mêmes. Donc il y a bien une question aussi de liaison entre l'énergie et le développement durable. Nous devons nous-mêmes faire des efforts très importants pour réduire notre consommation et avoir un mode de développement totalement différent, soutenable, mais dans un objectif aussi de solidarité internationale. Et l'enjeu du lien entre environnement et développement sera crucial dans la perspective de la conférence de Rio+20.
Merci beaucoup. Donc, Monsieur Grouard, on vous passe la parole. Donc je comprends effectivement qu'on cherche à tirer les leçons de ce qui s'est passé, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur chacun des sujets. Ceci dit, on a un temps vraiment quand même limité. Donc si on peut se projeter sur 2020, le mix énergétique, comment vous le voyez? Et puis après, on fera un passage, mais alors plus rapide, parce que sinon on n'aura pas le temps de prendre de questions, sur le financement et les aspects sociaux, création d'emplois que vous envisagez, que vous estimez pour chacune des filières. Merci beaucoup. Alors vous me donnez combien? 30 secondes? Vous avez le même temps que tout le monde. Je reprécise juste quelques éléments. Bien, merci. Mais c'est vrai que le sujet est complexe et le débat est intéressant, donc c'est très difficile d'arriver à réduire à un point tel qu'on finit par simplifier à l'exagération les choses. Sans être non plus désobligeant avec ma voisine, et non pas par rapport aux propos qu'elle a tenus, mais je voudrais faire une remarque par rapport aux propos que j'ai entendus de la part des représentants des Verts, du Front de gauche et du Parti socialiste. Je peux admettre que chacun a sa cohérence, que je ne partage pas nécessairement, évidemment. Mais la logique, dans une perspective de gouvernement, c'est qu'il y ait là... pas très devin en disant cela, une union, un gouvernement plus ou moins ensemble, en tout cas soutenu, pas à moi qu'il appartient de le dire. Dans cette perspective-là, je suis quand même quelque peu inquiet de voir des propos qui ne peuvent pas converger, Monsieur Agostini... Monsieur Grouard, juste... Oui, mais si c'est important quand même. On est quand même dans ce débat, vous avez organisé ce débat. Mais ils vont avoir la parole après pour me répondre, et puis moi je serai obligé de me taire. Non mais tout le monde aura la parole après, vous également. Je voudrais juste qu'on reste dans un débat qu'on a cadré comme ça, et je comprends que ce soit un peu caricatural et, comment dire, scolaire, mais ce qu'on cherche vraiment à savoir, c'est quels sont les scénarios sur lesquels vous vous projetez en termes de volume, de mix et ensuite sur le plan économique et social. Voilà. Je vais vous le dire, mais simplement, on ne peut pas à la fois dire on sort du nucléaire à l'horizon de finalement une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on réduit à l'horizon d'une 10-15 ans de 75 à 50%, et d'un autre côté, si j'ai bien compris, on maintient. Parce que si les élections vous sourient, dans cette hypothèse-là, il y en a deux, ça sourit pas, il n'y en a pas 50. Si ça sourit, comment vous ferez quand même? C'est quand même une question qui mérite d'être explicitée. Encore une fois, j'ai dit que chacun d'entre vous peut avoir sa cohérence, que je ne partage pas nécessairement, mais les trois ensemble, c'est incohérent. Alors, maintenant, pour ce qui nous concerne, mais je l'ai déjà amorcé initialement. D'abord, économie d'énergie, efficacité énergétique, je l'ai précisé tout à l'heure. Ensuite, nous sommes sur un bouquet énergétique qui permet effectivement la transition par rapport aux attendus que j'ai énoncés tout à l'heure, et notamment de réduction des gaz à effet de serre, d'indépendance de la France, de tarification aussi, qui comporte les éléments suivants, très précisément. La part des énergies renouvelables aujourd'hui, qui est de l'ordre de moins de 10% du total du bouquet français. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les chiffres de M. Cosset, parce que la part des énergies fossiles carbonées, c'est un peu plus de 50%. La part du nucléaire, c'est pas loin de 40%. Et la part des énergies renouvelables, c'est moins de 10%, y compris quand on met l'hydraulique dedans d'ailleurs. Voilà. Bon, à partir de là, donc nous, la perspective, elle est effectivement d'aller vers le doublement de la part des énergies renouvelables dans ce mix, qui permet d'avoir un objectif de réduction forte des énergies carbonées. Et cela suppose, et c'est là où nous divergeons, à l'horizon dont nous parlons, qui est à l'horizon 2020, 2025, on est dans cet horizon-là. Cela suppose évidemment le maintien du nucléaire. Le maintien du nucléaire, tout le monde, évidemment, est sensible et conscient des questions liées à la sûreté et à la sécurité nucléaire.
Et bien évidemment qu'il faut que toutes les dispositions soient prises. Et la proposition d'ailleurs de M. Cosset sur un contrôle qui peut intégrer une dimension européenne est une proposition que je trouve personnellement intéressante. Bon. On a déjà fait beaucoup. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, M. Baupin. C'est très facile d'être toujours dans la position de celui qui critique et dit il n'y a qu'à faire, il faut, etc. Monsieur Grouard, vous étiez très bien lancé. La réalité est un peu plus compliquée que cela. Sur la sortie du nucléaire, si on est dans des chiffres, dans des ordres de grandeur, on est à peu près en équivalent, en tonnes équivalent pétrole, il faut trouver à peu plus de 100 millions de tonnes équivalent pétrole. Moi, d'après mes calculs, 115 millions de tonnes équivalent pétrole, très précisément. Alors après, ça dépend les années de référence que l'on prend, etc., etc. Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Je dis simplement comment vous faites, sachant que la part des ENR, c'est à peine aujourd'hui de 20 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc déjà, quand on double, on monte à de l'ordre de 40. Allez, poussons loin les chiffres au maximum, 40 millions de tonnes équivalent pétrole, alors qu'aujourd'hui, on a du mal, mais parce qu'il y a des réalités desquelles on ne peut pas s'affranchir. On peut faire comme ça, il n'y a qu'à Faucon, mais quand on est confronté à la réalité très concrète, ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple, moi. Vous avez parlé de Paris, je vais parler d'une seconde de la ville dont je suis le maire, je n'avais pas prévu. On transforme tout notre chauffage urbain fuel-gaz en chauffage urbain biomasse. Bon, ce sont des investissements de l'ordre de 50 millions d'euros, ce sont des raccordements techniques à faire, etc. Ce sont des sites à trouver, donc avec une maîtrise foncière. C'est toute une programmation qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est en cours, ça sera d'aplomb à l'horizon 2015, j'espère, 2016 peut-être, en tout cas, c'est à court terme, et ça nous économise à peu près 12% des émissions de gaz à effet de serre de tout le territoire orléanais. C'est pour dire que c'est en cours, mais il y a une question de RIP et il y a une question de capacité d'investissement. Il y a une question de capacité de substitution d'une énergie à l'autre. J'ai donné des chiffres un peu larges et des ordres de grandeur, mais techniquement, vous le savez bien, vous êtes ici des experts, je ne vais pas parler à votre place. Vous savez bien que ce n'est pas parce qu'on parle en tonnes équivalent pétrole que le lendemain, en énergie solaire, en géothermie ou en autre énergie renouvelable, on a créé le substitut parfait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Les problèmes aujourd'hui, on pourrait rentrer dans le détail de raccordement qu'il y a sur les énergies renouvelables. On peut rentrer dans le détail, mais on n'en a pas le temps. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il est irréaliste. On peut être pour ou contre le nucléaire. La question n'est même pas fondamentalement de cet ordre-là. À l'horizon qui est le nôtre, il est totalement irréaliste. Si l'on veut réduire nos rejets de gaz à effet de serre, si l'on veut maintenir une tarification qui soit recevable, M. Cosset l'a dit également sur les investissements et le coût d'investissement pour l'État. J'aurai peut-être l'occasion de donner quelques chiffres également là-dessus. Justement, M. Grouard. Je viens de le dire. Je viens de le dire. La part du nucléaire, elle reste globalement à peu près celle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, vous avez les 58 réacteurs, je ne les ai pas inventés. Ils sont là, vous avez 5... Attendez, vous n'allez pas me... Ça va Monsieur Baupin, on va enchaîner et je vais redonner tout de suite... Moi, je peux vous demander combien vous construisez d'éoliennes pour supprimer les 58 réacteurs. Alors, je voudrais savoir, ça m'intéresse beaucoup. On va passer beaucoup. Sur le dernier thème de discussion. On va souhaiter être un peu plus court, donc je suis désolé, je vais vous laisser 3 à 4 minutes par personne cette fois-ci. On va repartir dans le sens inverse, donc en commençant par M. Grouard. On fait ça de manière à laisser un peu de place aux questions-réponses par la suite. Ce qu'on voulait faire, c'était finalement en enchaînant sur les sujets que vous abordiez, M. Grouard, c'est de parler un petit peu finalement de comment on finance ces mesures-là, c'est-à-dire au-delà des objectifs qu'on peut se fixer, que ce soit en termes de maîtrise de la demande, en termes d'évolution du mix, quelles sont selon vous les mesures à prendre pour financer ces choix finalement en termes de paysage énergétique, et puis également éventuellement pour jouer sur les aspects signal-prix, et quels impacts sociaux on peut imaginer. Alors je sais que c'est très très court comme temps, donc ce que je vous demande, c'est d'essayer de cibler peut-être quelques propositions très concrètes que vous portez, pour qu'on puisse aller jusqu'aux questions-réponses. Donc Monsieur Grouard. Il y a déjà un premier point sur la fiscalité, donc aller vers cette fiscalité environnementale. C'est un point qui est fondamental, que je n'ai pas le temps de développer. La deuxième chose, c'est fondamentalement la capacité d'investissement des collectivités publiques, que ce soit l'État, collectivité locale. Parce qu'on peut toujours raser gratis, mais la réalité revient au galop. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a essayé de chiffrer, on a chiffré à peu près la mise en place du Grenelle volet énergie. On est dans l'ordre de grandeur entre 80 et 100 milliards d'euros. Bien.
La capacité d'investissement de l'État aujourd'hui est de combien? Mais c'est ça la réalité. La réalité, elle est de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. Vous ajoutez 75% des investissements publics hors défense sont faits par les collectivités territoriales. Donc vous pouvez prendre une part, laquelle, libre administration des collectivités territoriales, tout de même que je sache, une part entre 40 et 50 milliards de capacité d'investissement des collectivités territoriales. Voilà. Mais vous n'en prenez qu'une part, évidemment, parce qu'il faut bien construire des écoles, refaire des crèches, etc., etc. Bon, donc là, vous avez une certaine capacité d'investissement qui est déjà aujourd'hui très limite par rapport aux besoins qui est affiché à l'horizon 2020. Il faut quand même en être conscient. Bon, alors on fait comment par rapport à cela? Mais il n'y a pas 50 solutions. Aujourd'hui, tout le monde connaît, et particulièrement vous ici, la réalité des déficits publics et de la nécessité de combler ces déficits. Donc s'il n'y a pas un effort très, très conséquent en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement de l'État, permettant de réallouer des moyens financiers vers sa capacité d'investissement, de toute façon, les uns et les autres pourront dire ce qu'ils voudront, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça parce que, également, il faudrait rentrer dans les différentiels de prix des énergies renouvelables par rapport aux autres, qui pour l'instant, vous le savez tous et toutes, n'est pas favorable. Donc il y a bien un investissement, il y a bien une intervention publique fondamentale et très importante à faire, et très importante, majeure à faire. Donc pour pouvoir faire ce choix, il faut dégager les capacités d'investissement. On ne dégagera pas les capacités d'investissement si l'on ne maîtrise pas la dépense publique de fonctionnement. Donc à partir de là, je me retourne vers les uns et les autres, parce que quand je vois dans un certain nombre de programmes qu'au contraire on accroît la dépense publique, et pas la dépense d'investissement, la dépense de fonctionnement, je dis qu'il est irréaliste, totalement irréaliste. Alors on pourrait, période électorale, raser gratis, dire mais oui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Oui, mais les réveils sont douloureux. Et nos concitoyens, ils sont malheureusement habitués depuis longtemps. Donc moi je tiens un discours de vérité, un discours réel. Il faut dégager des capacités. Je l'ai dit, j'ai donné les chiffres entre 80 et 100 milliards d'euros sur le Grenelle énergie. Voilà, le chiffre, il est parfaitement clair. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Merci monsieur. Madame Aubert, à vous la parole. Si vous pouvez également nous donner votre perspective en termes de chiffres, justement, là on a eu quelques chiffres en termes d'investissement, de financement, de besoin de financement. On sera également intéressé d'avoir votre point de vue. Alors je pense que de toute façon, quels que soient les scénarios retenus, il y a des investissements considérables à faire, hein, qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Monsieur Grouard, même si vous voulez garder le tout nucléaire, vous aurez des investissements considérables à faire dessus. Il faudra bien trouver ces moyens. Donc la Cour des comptes est d'ailleurs très dubitative sur la capacité aujourd'hui d'EDF à s'assumer tous les coûts qui sont devant l'éventuel prolongement d'un certain nombre de réacteurs qui de toute façon ne sont pas éternels. Donc il faudra bien trouver des investissements d'une façon ou d'une autre. Bon. Alors, en ce qui concerne le financement de nos choix, bon, il y a plusieurs possibilités. D'une part, on a beaucoup parlé d'Europe. François Hollande aussi souhaite une communauté européenne de l'énergie, et notamment le fait que les conseils régionaux puissent gérer les fonds structurels destinés aux régions, qui sont d'ailleurs fléchés en grande partie sur l'efficacité énergétique. Ça fait partie d'ailleurs des débats en cours. Nous souhaitons que ce fléchage soit maintenu. Deuxièmement, il y a à partir de janvier 2013 un marché du carbone qui se met en place. Jusque-là, il y avait une allocation gratuite de quotas qui seront mises aux enchères à partir de l'année prochaine. Là aussi, c'est en cours de discussion au sein de la Direction générale du climat à Bruxelles pour savoir comment positionner un volume de quotas et un prix du carbone qui soit effectivement incitatif à la réduction de la consommation d'énergie et à inciter aussi à aller beaucoup plus loin dans l'efficacité énergétique et donc dans le développement d'énergie propre, d'énergie renouvelable. Et donc, ça fait déjà deux ressources au niveau européen. Ensuite, au niveau français, bon, j'ai déjà énuméré un certain nombre de mesures. La fiscalité écologique fait partie de ces mesures. François Hollande a annoncé une réforme globale de la fiscalité. La fiscalité environnementale et la fiscalité du carbone en fera partie.
Nous rebalayerons les niches fiscales dites grises, hein, qui sont défavorables à l'environnement, aux énergies renouvelables. Nous mobiliserons là aussi l'épargne, parce qu'il y a une épargne aujourd'hui en France qui est considérable, on l'oublie souvent, qui peut être mobilisée pour peu qu'il y ait des dispositifs incitatifs. Nous balayerons aussi l'ensemble des dispositifs existants sur les économies d'énergie pour développer ceux qui sont les plus optimaux. J'ai déjà parlé des certificats d'économie d'énergie, mais il y en a bien d'autres, des prêts à taux zéro ou autres. Mais bon, il y a besoin de simplification, d'accessibilité, de visibilité par rapport à ces dispositifs. En matière de compétitivité, je voudrais souligner aussi que les filières des énergies renouvelables sont aujourd'hui, pour certaines, naissantes, d'autres sont plus développées, mais leur prix, enfin le prix de l'énergie produite par les renouvelables est tendanciellement à la baisse. C'est-à-dire que les investissements qu'on fait maintenant, ou les dispositifs incitatifs qu'on met en place aujourd'hui, qui d'ailleurs sont amenés à être revus au fur et à mesure que ces filières arrivent à maturité, parce qu'elles devront être rentables, font que très rapidement, certains évoquent 2017 hein, ou 2020, le prix de l'énergie produite par les énergies renouvelables sera tout à fait compétitif par rapport au prix justement de l'électricité nucléaire qui risque, lui, d'augmenter très sérieusement. Je ne me lance pas là dans toutes les questions de libéralisation de marché de prix, même si c'est un débat passionnant. Enfin, sur le plan social, nous proposons une tarification progressive de l'électricité et du gaz avec un système de forfait de base et ensuite des tarifs qui incitent à la sobriété, à l'économie, à la responsabilisation aussi des consommateurs et de l'ensemble des acteurs concernés par la consommation d'énergie. La question de la précarité énergétique est une question essentielle. Il y a aujourd'hui 8 millions de personnes qui sont touchées par ce problème. Alors, je demande juste vraiment de conclure, si possible, là-dessus, peut-être. Voilà. Donc je conclus, on répondra de toute façon aux questions là-dessus. Je pense que cette transition énergétique que nous proposons est aussi un facteur de dynamisme économique, de relance d'une stratégie industrielle dans notre pays. Ce n'est pas du tout une politique annexe, mais elle est au cœur effectivement d'un nouveau modèle de développement, d'une économie verte dont c'est pas le sujet de la soirée, mais la transition écologique aussi de l'économie, le green business, la green economy, c'est aussi au cœur des discussions au niveau mondial de la conférence de Rio. Ce sont des enjeux majeurs qui sont discutés aussi au sein des acteurs économiques et de leurs organisations, et il nous faut aller beaucoup plus avant, de façon plus lucide et plus volontariste, en lançant la France véritablement dans cette voie. Merci beaucoup. Stéphane Cosset. On n'entend pas. Oui. Donc quatre idées. Premièrement, en matière de financement, nous sommes favorables à un fonds dédié sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alors ce fonds, il sera financé d'abord par la vente sur les enchères de CO2, et puis qui serait bien payé à partir de 2013. Le livret de développement durable, hein, qui sait où va l'argent du livret de développement durable de nos jours? Personne ne le sait, mais on le consacrera aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Ce qui est consacré au CEA en matière d'énergie alternative, eh bien, ce sera au sein de ce fonds. Et puis tout ce qui a été utilisé pour le grand emprunt, ce sera au sein de ce fonds pour justement avoir cette synergie en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. L'efficacité énergétique, j'en parlais, pour nous, il est important que les champions français en matière du secteur privé participent à ce fonds. Je parlais de ce business model de l'efficacité énergétique. Je crois beaucoup que justement les fonds publics doivent aider à la mise en œuvre de ce business model dont je parlais tout à l'heure. L'énergie positive, bien, c'est rentable, mais c'est juste l'investissement des départs qu'il faut favoriser. Et en matière d'énergie renouvelable aussi, je crois qu'il faut monter cette filière offshore que nous sommes en train de monter, cette filière des énergies marines. Il faut être aussi extrêmement exigeant, par exemple, sur le solaire face aux Chinois. Et si nous avons une avancée technologique sur certains panneaux solaires, eh bien, demander la réciprocité aux Chinois pour qu'ils acceptent aussi les technologies nouvelles sur leur propre marché. Bref, avoir aussi
accepter la concurrence dans ce domaine-là. Ça, c'est la première idée, c'est sur le financement. La deuxième idée, c'est sur les enjeux sociaux, et en particulier faire face à la précarité énergétique. Mais attention aux fausses bonnes idées. Lorsque l'on a un tarif bleu qui est subventionné et que tout le monde en profite, eh bien, je crois que socialement, ça pose problème. Lorsque l'on veut faire un tarif progressif et que là aussi tout le monde en profite, tout le monde profite du tarif de base, eh bien, je ne crois pas que ce soit nécessairement la meilleure idée. Il faut trouver un système où, par exemple, 8 millions de personnes, tous ceux qui ont une aide personnalisée au logement, puissent profiter d'un tarif de base, et que pour ceux qui ont plus de ressources, eh bien, il y ait une vérité des prix. Je crois que c'est ça la justice sociale. Idem quand on bloque le prix de l'essence. Si on bloque le prix de l'essence, eh bien celui qui a sa Porsche en profite. Hein, donc attention à ne pas vouloir généraliser ces dispositifs faussement sociaux et qui ne sont pas redistributifs. Quatrième idée, au-delà de cette question de mettre en place un tarif de base pour ceux qui en ont le plus besoin, nous croyons beaucoup aussi au changement de comportement. Donc nous croyons beaucoup, par exemple, au malus. Le malus automobile, ça a fonctionné. On ne croit pas forcément au bonus parce que ça coûte cher en matière de finances publiques, mais essayons de généraliser les malus sur d'autres produits, par exemple aussi en matière d'électricité. Consommer aux heures de pointe, eh bien, ça peut être, un malus peut être mis en place parce que justement, on peut consommer moins d'électricité à d'autres heures, ou plus d'électricité à d'autres heures qu'aux heures de pointe et différer sa consommation d'électricité. Donc, des changements de comportement à travers le malus. Et puis, quatrième point, eh bien, on parlait de l'Europe, on parlait de communauté européenne de l'énergie. Je crois que c'est important dans cette communauté européenne de l'énergie d'avoir des grands projets européens. Les project bonds de la Commission européenne, il faut les accélérer. Il faudrait aussi créer une sorte d'EADS des énergies renouvelables en particulier. Pourquoi EADS? Parce que c'est un consortium. Je ne crois pas qu'il faut une entreprise ou un pôle unique, mais plutôt des entreprises qui se regroupent dans un mécanisme européen. Et ce système de ADS nous paraît être une bonne avancée dans ce domaine. Ok, parfait. Très bon timing. Mathieu Agostini, 3-4 minutes. Donc je rappelle, ça nous intéresse beaucoup d'avoir pour chaque représentant une idée un peu claire des mesures et du chiffrage associé. Donc 3-4 minutes encore chacun. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, aujourd'hui, le plan de développement de l'électronucléaire français, c'était 350 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. On a 19 réacteurs qui ont dépassé leur durée de vie initiale. 19 autres qui l'atteindront avant la fin du quinquennat. Ça nous donne déjà un horizon à nous donner. Donc, qu'on soit favorable ou non à la poursuite du programme électronucléaire français, ces 350 milliards d'euros, il faudra les remettre sur la table. Sauf si, comme certains ici, on est favorable à prolonger ad vitam aeternam des réacteurs qui ont été usés par des économies, le libéralisme, etc., etc. Donc, de toute façon, la question n'est pas de savoir... la question est de savoir que ce coût, il faudra le remettre sur la table et de trouver les solutions de financement qui vont avec. Donc M. Groire m'aura mal écouté, nous sommes favorables à la fermeture de Fessenheim. La seule chose que nous disons, c'est qu'il y a un préalable à financer les économies d'énergie, à financer le développement de la filière des énergies renouvelables, une filière européenne, ça a été dit, mais relativement impossible dans le cadre de la concurrence libre et non faussée. Comment est-ce qu'on trouve ces financements? Aujourd'hui, niche fiscale plus niche sociale coûte annuellement l'équivalent du déficit annuel de la France. 85% de ces niches fiscales et de ces niches sociales vont dans les poches des 10% les plus riches. Voilà une première mesure de financement de la politique industrielle et de la politique énergétique et sociale que propose le Front de gauche. Mais il y a un préalable. Nous sommes absolument opposés à tout ce qui viendrait responsabiliser, stigmatiser et montrer du doigt individuellement les comportements lorsque ces comportements ne peuvent pas être changés. Nous ne sommes pas responsables de chauffer l'extérieur, de vivre dans une passoire énergétique si nous n'avons pas les moyens de rénover ces bâtiments. Nous ne sommes pas responsables d'être par la spéculation foncière poussés à des dizaines et des dizaines de kilomètres de notre lieu de travail si nous n'avons pas accès à des transports en commun, si nous n'avons pas les moyens de changer de voiture. Donc avant de faire peser un certain nombre de financements sur les comportements individuels, il faut que nous financions les moyens de changer ces comportements.
Donc il y a plusieurs moyens. J'ai commencé déjà à parler des niches fiscales et des niches sociales. La question du LDD et de la mobilisation des financements de la Caisse des dépôts et consignations est absolument centrale. Elle doit être mise en lien avec le pôle public bancaire. Aujourd'hui, il est absolument inadmissible que l'un des postes les plus importants de dépenses de l'État soit le coût de la dette. La Banque Centrale Européenne doit pouvoir prêter à 1% aux États directement pour que cet argent puisse être réinjecté en faveur des politiques économiques et sociales. Il y a la question centrale de la recherche et développement. Le préalable de créer une filière d'énergie renouvelable nécessite d'inverser la logique qui aujourd'hui finance très massivement la R&D dans le nucléaire, ce qui reste pour les hydrocarbures, epsilon pour les énergies renouvelables et absolument rien pour les économies d'énergie. Il faut inverser cette logique et on attend toujours le fameux 1 euro investi dans le nucléaire, 1 euro investi dans les énergies renouvelables de Nicolas Sarkozy. Autre source de financement... De conclure, M. Agostini. Très bien. Autre source de financement, nous devons être en mesure de protéger ces filières stratégiques. Nous allons donc créer des visas économiques et sociaux aux frontières européennes. Non pas que nous allons fermer les marchés, mais nous allons dire que si telle ou telle entreprise veut venir sur le marché européen, elle devra ou respecter un certain nombre de conditions écologiques et sociales, ou compenser en termes de prix le dumping écologique et social. Au final, les différentes mesures que j'ai présentées aujourd'hui sur un programme du Front de gauche qui chiffre environ 2 millions à 2,5 millions d'emplois durant le quinquennat, il y en a 1 million à 1,2 million qui sont directement la conséquence de la politique écologique proposée par le Front de gauche. Merci beaucoup. Donc, dernière intervention avant les questions-réponses, Denis Baupin. Bien, 5 choses en style télégraphique. 1, la transition énergétique implique une politique industrielle. Nous le revendiquons en tant qu'écologistes, une politique industrielle en matière de renouvelables, une politique industrielle en matière de rénovation thermique des bâtiments, une reconversion industrielle pour le secteur de l'automobile, une reconversion industrielle pour le transport de marchandises, et aussi une politique industrielle nucléaire, évidemment, pour organiser le démantèlement, la gestion des déchets, etc. Donc, nous assumons d'avoir une politique industrielle. Deuxième point, combien ça coûte? Mais d'abord, combien ça coûte la gabegie actuelle? 60 milliards d'euros chaque année dépensés pour importer des énergies fossiles. C'est ça le coût de la gabegie actuelle. Donc de l'argent qui part dans les pétromonarchies, etc., plutôt que d'être investi ici. Et donc, cet argent-là, il faut progressivement, par la mutation énergétique, faire en sorte de le réinvestir ici, en énergie renouvelable, en efficacité énergétique, etc. Et puis, il y a, de toute façon, et ça a déjà été évoqué, le coût sur la question nucléaire, de la prolongation ou de la non-prolongation, parce que l'impasse de M. Grouard sur qu'est-ce qu'on va faire du nucléaire est quand même dramatique. Hein. On ne nous explique pas du tout si on poursuit les centrales et combien on va investir pour les poursuivre, ou combien de paires on va mettre en place. Les scénarios qui ont été évalués notamment par Benjamin Dessus, qui est un énergéticien et un économiste de l'énergie, c'est globalement que le remplacement du parc nucléaire par un autre parc nucléaire, c'est à peu près 400 milliards d'euros d'investissement. L'investissement pour sortir du nucléaire, c'est à peu près 400 milliards aussi. Donc c'est grosso modo l'ordre de grandeur des investissements qui sont nécessaires. La différence, c'est qu'avec une politique d'efficacité énergétique et de développement des renouvelables, on investit l'argent ici plutôt que de l'envoyer à l'étranger. Troisième point, sur la justice sociale. Il faut mettre en place une politique qui lutte contre la précarité énergétique. Ça veut dire des tarifs qui permettent que les besoins de base soient assurés pour tous et une tarification progressive qui dissuade des gaspillages. Et parallèlement, une fiscalité sur l'énergie qui permette une redistribution à la fois en faveur des comportements les plus vertueux, c'est-à-dire les moins consommateurs d'énergie, mais aussi une redistribution sociale. Et donc, avec les produits générés par la fiscalité sur le carbone et sur la consommation énergétique, on aide la transition énergétique pour les ménages qui sont aujourd'hui les plus dépendants en matière énergétique. Quatrième point, c'est la création d'emplois. Nous avons chiffré, nous, que la transition énergétique est créatrice de 500 000 emplois environ. En prenant exemple notamment sur ce qui se fait à l'étranger, ce n'est pas des calculs comme ça au hasard, hein. Les renouvelables en Allemagne, c'est 370 000 emplois. Cinquième point, c'est la question de la gouvernance. Nous sommes pour une décentralisation extrêmement forte de la gouvernance en matière énergétique. Donc ça fait un désaccord avec mon voisin de gauche parce que, en tout cas, on pourra en discuter.
Nous sommes favorables à une décentralisation extrêmement importante des politiques énergétiques. Ça nous paraît important d'allier la question démocratique et le fait d'avoir un pilotage. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Marie-Hélène Aubert tout à l'heure sur les questions de chaleur, qui sont évidemment des questions essentielles en matière de réseau. On a une chance à Paris notamment d'avoir le 3e réseau de chauffage urbain au monde, derrière New York et Moscou. Sans doute vous le savez ici, mais beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas. Voilà ce que je voulais dire en disant en conclusion qu'on a l'opportunité aujourd'hui, et je pense que ça intéresse beaucoup d'entre vous ici, de participer à un virage industriel et énergétique majeur que sont en train de prendre beaucoup de pays dans le monde et qu'il ne faudrait pas que la France rate. Bon, écoutez, merci beaucoup. Alors, merci pour plusieurs choses. Premièrement, merci pour la teneur des débats. Donc, je vous remercie d'avoir suivi le fil de la discussion, d'avoir limité les arguments entre vous qui auraient pris du temps. Donc, merci d'avoir consacré ce temps à ce débat. Je pense que vous avez apporté un certain nombre de clarifications et de données chiffrées. Je pense qu'on pourrait débattre encore longtemps, parce qu'on attend effectivement d'autres choses, mais comme vous l'avez tous dit, on traite avec ce sujet de l'énergie d'un domaine complexe, vaste, et qui a beaucoup de ramifications. Alors, il nous reste, pour toujours respecter la montre, je ne suis pas un obsessionnel de la montre, mais si on veut... C'est ce qu'on m'a demandé de faire ce soir. Donc 2 heures, c'est long aussi pour une audience. Vous êtes nombreux dans la salle. On peut prendre des questions, mais à condition que les questions soient courtes et que les réponses soient courtes également, et que les questions soient adressées à une personne donnée. Parce que sinon, s'il y a une personne qui monopolise le temps pour les questions, vous en discuterez autour d'un verre de jus d'orange une fois le débat clôturé. Oui ? Oui, bonsoir, Aurélie Maurice, responsable des projets solaires chez Alstom. Alors ma question va plutôt s'adresser à droite de la table, parce que je pense que j'ai eu des réponses assez claires de messieurs Baupin et messieurs Agostini. C'est ce qui concerne le développement d'une filière industrielle française et européenne dans les renouvelables, parce que vous avez tous un plan de développement des renouvelables qui est assez fort. Alors la rapidité est différente selon les différents intervenants. Cela étant dit, j'aimerais savoir comment vous allez créer un cadre permettant à des entreprises françaises et européennes de développer une vraie filière industrielle en France et en Europe, et pas forcément en Asie ou en Chine, comme on l'a vu avec le photovoltaïque. Je suis désolé, on n'a plus la possibilité de faire un tour. Enfin, il faut une question quand même assez précise, et on la pose à une personne. D'accord, mais en fait, voilà, encore une fois, donc, M. Goscinny a répondu avec la notion de visa et de protectionnisme. J'aimerais un petit peu savoir, au niveau, on va dire, donc, du PS et de l'UMP, quelles sont les réponses à cette problématique. Alors, si vous arrivez à répondre de manière concise. François Hollande propose également une contribution écologique aux frontières de l'Union européenne qui permettent, et d'ailleurs ça peut être tout à fait compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Nous serions d'ailleurs soutenus par, pas tous, mais un certain nombre d'États membres de l'Union européenne par rapport à cela. L'idée étant bien effectivement de faire valoir les réglementations et normes européennes en matière environnementale et en matière de carbone en particulier, par rapport aux produits importés qui ne respecteraient pas ces réglementations. Donc je ne vais pas m'étendre sur le dispositif, mais en tout cas nous avons ce projet-là. Il est clair que la France devra avoir une attitude beaucoup plus dynamique et beaucoup plus propositionnelle au sein de l'Union européenne pour aller aussi vers une harmonisation de la fiscalité écologique. Mais déjà, la France a du travail aussi pour se mettre à niveau en la matière. Allez-y, on fait une question, une réponse, sinon je pense que ça va rendre les choses trop longues. Très bien, donc je voulais poser une question à M. Serge Brouard, donc Bernard Chaud de la société Tereos. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez en tête qu'un certain nombre d'industries en Europe risquent de subir un très très grand choc du fait que, notamment aux États-Unis, les industries vont disposer de gaz de schiste à très bas prix et que ça risque de fausser fortement la concurrence à l'avenir? Et une question pour Mme Aubert. La directive sur les énergies renouvelables prévoit un objectif de 10% d'énergie renouvelable dans les transports. Comment voyez-vous l'atteinte de cet objectif par la France?
La question est concise, mais la réponse est difficile quand même sur le gaz de schiste, aussi rapidement que la question... Vous pouvez donner quelques éléments et puis dérouler plus longuement après la fin du débat. Vous le savez très bien, on est dans une logique d'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste aujourd'hui. Deuxième élément, on a laissé la possibilité d'avoir de la recherche-développement sur le sujet. Troisième élément, sur la question du prix que vous évoquez, on a beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale sur cette question. Pardon de dire que la question du coût d'exploitation et du prix par conséquent nous a paru loin d'être évident. Quatrième point, les conséquences environnementales immédiates nous ont paru non maîtrisées. Et donc notamment dans des sites assez remarquables, la volonté de ne pas porter atteinte à ces sites. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez aussi bien ou peut-être même mieux que moi. Donc voilà la réponse globale sur le gaz de schiste. Je me permets, mais ça mériterait un long débat, de ne pas être certain de ce que vous dites sur l'avantage compétitif prix, l'avantage prix que vous dites par rapport aux entreprises américaines. J'aimerais alors là, c'est un sujet en soi, vraiment, mais de ce que nous avons fait une mission justement en Amérique du Nord sur ce sujet, ça ne nous a pas paru totalement évident, y compris sur la question prix. Alors, sur l'objectif de 10%, je voulais parler des biocarburants, je suppose. L'énergie renouvelable au sens large. Oui, parce que cet objectif avait été ramené à 7%. Le bilan de... Si on parle de l'intégration de biocarburants ou agrocarburants dans les carburants, ce bilan mérite d'être évalué, réévalué sur l'ensemble de la filière, à la fois en termes de bilan énergétique, de bilan économique, de coûts aussi pour les finances publiques. Il y a d'autres possibilités. Je ne suis pas convaincu que cultiver des hectares et des hectares de colza ou autre pour faire du biodiesel ou de l'éthanol avec la betterave soit vraiment la solution d'avenir. Ça peut être intéressant certainement sur des filières courtes de proximité. Je ne suis pas certaine que ce soit intéressant à grande échelle, outre le fait que ça consomme beaucoup d'hectares de terres agricoles qui manquent de plus en plus, y compris pour les cultures alimentaires. Donc il y a d'autres possibilités. Il y a notamment le biogaz qui peut être produit par méthanisation, par différents procédés à partir de la biomasse. Et puis il y a des recherches et d'innovations à poursuivre dans ce domaine. Voilà ce que je peux vous répondre à l'heure qu'il est. Mais je pense que la question des transports... Enfin, on ne trouvera pas facilement, c'est le moins qu'on puisse dire, un substitut au pétrole, qui est une matière certes qui nous pose des tas de problèmes, mais qui a aussi des qualités assez extraordinaires en matière énergétique et pour alimenter un moteur thermique. Donc la question, elle se pose aussi en termes de réduction des kilomètres parcourus, en termes d'efficacité des moteurs. On peut aller plus loin en termes de normes par rapport à la consommation de ces moteurs. On peut aller aussi vers les moteurs électriques. On peut aller dans d'autres directions que d'intégrer des agrocarburants ou biocarburants. Enfin, je ne vais pas me battre sur le terme. J'avais participé d'ailleurs en tant que députée européenne à ce vaste débat là-dessus. Bon, je crois qu'il faudra y revenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Je te laisse, Oui, bonjour, Bruno Marode, Bouygues Bâtiment. On a vu dans tous les discours que vous avez faits la nécessité d'avoir des concertations. Des concertations, on voit le temps long de l'énergie, le temps court politique, et donc la difficulté de trouver des concertations. Il y a un domaine où il y a eu une très bonne concertation récemment, qui est le plan bâtiment. Le plan bâtiment Grenelle qui a été initié après le Grenelle de l'environnement, que je crois vous avez tous voté ici autour de la table, à 100%, en tout cas la loi Grenelle 1, a été un extraordinaire lieu de concertation entre l'ensemble des parties prenantes de la chaîne immobilière à disposition de l'administration,
il y avait une petite équipe seulement du Medtel de 4-5 personnes et qui a mobilisé environ 2000 personnes des privés qui ont donné du temps en plus de leur travail évidemment, pour mettre en place en gros les différents décrets, dispositifs. Alors on peut regretter que ça n'a pas été assez vite, ça, certes, hein, mais moi j'ai une question simple, hein, alors je suis désolé, aux 5 personnes, est-ce que vous souhaitez poursuivre le dispositif du plan Grenelle bâtiment? Alors, sans dire oui, non, mais... Si, c'est oui, non, enfin je pense que c'est simple, hein, non? On peut passer comme ça, à ce moment-là, effectivement, que chacun donne un élément de réponse. Monsieur Beaupin, vous êtes... Oui. La réponse est oui. C'est le seul sujet sur lequel je pense que le Grenelle a vraiment fait des avancées. Je le mesure aussi en tant que maire adjoint de Paris sur la mise en place. Et globalement, sur la gouvernance, le type de gouvernance à 5, auquel il faut sans doute ajouter les parlementaires pour avoir une gouvernance à 6, c'est une bonne méthode de gouvernance. Donc c'était dommage que le même qui a lancé ça ait dit que l'environnement, ça commençait à bien faire, parce que évidemment, après, ça a tout cassé. Je serais un petit peu plus nuancé que Denis sur cette question-là. Monsieur Groire disait tout à l'heure, il y a les paroles, à juste titre, il y a les paroles et les actes. Les paroles, c'est le Grenellin avec 400 000 rénovations énergétiques prévues par an. Les actes, c'est si je suis sympa avec le vent dans le dos, on est autour de 60-70 000 aujourd'hui, bilan Sarkozy. Donc sur les objectifs, on pourrait dire que en démarrage de quinquennat, on est relativement d'accord avec cet objectif-là, mais concrètement, aujourd'hui, si on veut amorcer la transition énergétique qui est nécessaire, il faut réellement qu'on aille beaucoup plus loin. Et ces politiques-là, qui sont l'intérêt général, ne peuvent pas souffrir les exigences du système et des marchés financiers. La réponse est oui, mais en y ajoutant tout ce qui est financement innovant dont je parlais tout à l'heure, qui justement, à travers ce type d'échange, je parlais justement, vous êtes un très bon exemple, les industriels qui discutent avec l'État pour trouver des financements innovants pour financer l'efficacité énergétique. Alors, je dirais oui en allant plus loin. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la question de l'obligation doit aussi être discutée. Elle fait partie des enjeux de la directive efficacité énergétique. Et je pense que progressivement, à terme, on devra aller en ce sens. Je ne pense pas qu'on arrivera à atteindre les objectifs proposés, et ceux du Grenelle comme les autres, si on ne va pas vers des obligations de rénovation thermique par différents biais. Enfin, on peut en discuter, là aussi ça peut faire l'objet de concertation, mais je pense que la directive européenne ira dans son sens. En tout cas, nous défendrons un volontarisme beaucoup plus fort dans ce domaine. Oui, bien sûr, en vous remerciant de votre remarque, puisque c'est rendre à César ce qui effectivement lui appartient. Oui, mais pas un problème, on assume. Parce que la réalité du travail, elle est là, et je dirais que c'est déjà... Je rappelle simplement que le Grenelle, il a été impulsé 2008, les lois Grenelle 2008, 2009, 2010, somme que je sache début 2012, et déjà 100 000, pratiquement rénovation. Les uns et les autres, un certain nombre d'entre vous êtes professionnels, notamment dans ce secteur-là, vous savez la complexité concrète des choses, vous savez au-delà des concertations. Vous savez par exemple que pour la rénovation thermique, eh bien, il faut avoir le concours des bailleurs sociaux. J'entends 1 million très bien. Moi, je sais en tant que maire que c'est pas possible. C'est tout parce que je le vis tous les jours. Monsieur Groire. Et je peux vous dire qu'on est volontariste. Donc moi, je peux vous dire 2 millions pendant qu'on y est. Mais non, je sais que ce n'est pas possible. Et je sais qu'aujourd'hui, l'ambition est déjà forte. Alors on peut dire ambition supplémentaire. Non, je veux bien, mais il y a la réalité. La réalité, moi, en tant que maire, je la vis tous les jours. Bon, merci. Donc la réponse est oui. Et on prend une dernière question. Bonjour, une question pour Madame Aubert. Comment on concilie le toilettage des niches grises qui sont défavorables à l'environnement et la TIPP flottante et le blocage des prix sur le carburant? On est prêt à vous laisser quelques minutes pour répondre. Même pas peur. La question du prix du carburant, qui, comme vous l'avez noté, augmente sans cesse, a fait l'objet de la part de François Hollande, effectivement, d'une proposition de blocage des prix temporaire, je précise bien, de 3 mois,
Bon, voilà, donc il ne faut pas non plus raccourcir proposition. Je pense aussi que le chef de l'État doit donner un signal qu'on ne considère pas. On peut dire aussi, bah, écoutez, c'est comme ça augmente, hein, bah, va falloir vous y faire, ou vous faites du vélo, de la marche à pied, mais on n'y peut rien. Bon. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui se posent par rapport au prix du carburant. François Hollande le dit lui-même que ces termes dans la tribune qu'il a publiée fin novembre, hein, la vérité m'oblige à dire que structurellement ces prix sont orientés à la hausse, ce qui est vrai, pour toutes sortes de raisons, pour les tensions sur le marché mondial, pour effectivement le fait que les ressources restantes sont de plus en plus difficiles d'accès, de plus en plus coûteuses, de plus en plus risquées d'ailleurs, on le voit à travers le problème dans la mer du Nord avec la plateforme Total ou celle de BP, bon bref. Donc cette question du prix du carburant, elle doit faire l'objet de pédagogie, mais de propositions aussi. C'est pour ça que je parlais d'État stratège par rapport à cette augmentation tendancielle des prix, y compris du prix du carburant. Après, qu'on pose la question de la répartition des coûts et des profits par rapport à ce prix, me paraît une question totalement légitime. Quelle est la part des grandes entreprises pétrolières? Quelle est la part de l'État? D'ailleurs, François Hollande a parlé aussi d'un autre dispositif hein, que la type Flantan. Je ne vous cache pas que ce dispositif est discuté, il ne fait pas l'unanimité. Bon. Mais il a parlé aussi d'un autre type de dispositif, à savoir que l'État n'encaisse pas de recettes supplémentaires par rapport à l'augmentation du prix du carburant, puisqu'il y a des taxes dessus. Mais il est clair qu'à terme, nous devons à la fois avoir un signal prix qui incite effectivement à des politiques différentes en matière de transport, à tous les niveaux pour tous les acteurs, et puis une préoccupation sociale pour effectivement les ménages les plus modestes, pour les mobilités contraintes. Et là, c'est une politique de long terme qu'il nous faut mettre en place. C'est revoir un certain nombre de règles d'urbanisme aussi. C'est revoir notre politique des transports, que ce soit le transport de personnes, le transport de marchandises. C'est un travail énorme à faire aussi sur la diversification de nos sources d'énergie, y compris pour les transports et pour le bâtiment. Alors, je ne réponds pas directement à votre question, mais enfin si, quelque part. Donc, j'estime que le signal que donne François Hollande en matière de préoccupation du rôle aussi de l'État par rapport aux plus modestes est une question légitime. Les outils qu'il propose sont des outils temporaires. J'ai parlé de ce grand débat aussi sur la transition énergétique. Cette question du prix du carburant, du signal prix et de la façon dont on répartit les coûts et les bénéfices aussi dans l'intérêt général, l'intérêt de tous, c'est une question essentielle également, elle n'est pas taboue. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il est 20h passées, on va arrêter les débats. Merci aux intervenants pour nous avoir consacré donc, ces 2 heures d'explications et de détails. Merci aux personnes ici présentes d'être venues alimenter le débat par des questions et d'avoir écouté sagement. Vous pouvez continuer la discussion pendant le temps que vous nous accorderez encore, je crois, autour d'un verre, il me semble, ou en tous les cas dans la salle ou dans le hall. Merci beaucoup.